Bien, bonjour à tous. Vous avez passé de bonnes vacances, malgré les circonstances toujours exceptionnelles. Nous reprenons le cours de nos conférences entraînement sportif en ce 8 mars, journée de la femme. Hein, donc c'est pas une femme qui est invitée, mais voilà, journée de la femme. Hein, font une petite pensée pour ces dames. Et nous avons le plaisir d'accueillir Axel Coutan. Alors, moi, je suis très content une nouvelle fois qu'Axel ait accepté notre invitation, mon invitation. C'est vrai qu'avec Axel, depuis 5 ans maintenant, on a une histoire un peu particulière, puisque j'ai été l'entraîneur d'Axel au camp volleyball, hein, lorsque tu étais encore joueur, un très bon joueur de volley. Et ça a été vraiment une relation très intéressante qui s'est construite à partir de là, et on a appris à se connaître. Et cela, aujourd'hui, on va dire, se prolonge grâce à ces conférences ES, hein, puisque ça va permettre à vous, les étudiants, de mieux connaître. Je vois un petit commentaire de Joris Penel. Quoi de mieux de reprendre avec un membre du camp volleyball? Ah bah ça, c'est sympa. Donc c'est plutôt sympathique. Bien, Joris, bonne intervention. On va reprendre nos protocoles précédents. Donc, je voudrais, vous savez, hein, chers étudiants, que vous devez aller sur la plateforme eCampus pour émarger et attester de votre présence, enfin votre présence virtuelle, bien sûr, sachant que ces présences sont obligatoires puisqu'on est dans le cadre de travaux dirigés. Mais en même temps, j'aimerais que les 6 étudiants qui sont chargés de la retranscription de cette conférence me signalent qu'ils sont bien présents. Hein. Donc le Toyer, le Perchois, l'Auricaire, l'Indore, le Roux, Coudrier. Si vous pouviez m'envoyer un petit message, tout simplement pour attester que vous êtes bien présents pour faire le compte-rendu de la conférence d'Axel. Donc Axel, bienvenue parmi nous, sur un format bien sûr toujours un peu original, mais qui fonctionne très très bien grâce à Julien et à l'équipe du CEMU, hein, Julien Legal de la BU STAPS, hein, sans qui on ne pourrait pas fonctionner. Et donc Axel, chef du service événementiel et promotion, directeur de la direction des sports de la ville de Caen. Hein, alors, je suis pas directeur de. T'es pas directeur, non. Jean-François Salomon va m'en vouloir, sinon. Non, pas du tout. Néanmoins, tu fais partie, enfin, tu es à la tête d'un service hyper important, sans lequel les événements sportifs sur Caen ne pourraient avoir lieu. Donc, toujours sur le même format, tu nous expliques ton parcours, hein, vous allez voir, chers étudiants, est particulièrement riche. Hein, et vous montrera une fois de plus qu'il faut aller frapper aux portes et faire en fonction de ce que vous êtes pour évoluer dans votre carrière et puis aussi dans votre formation, bien sûr, puisque vous êtes encore en formation. Donc, Axel, si tu veux bien, je te donne la parole. Ça marche. Et puis, encore merci à toi d'être présent parmi nous. Merci à toi et merci à vous également de m'avoir invité. C'est vrai que c'est toujours, j'essaye le plus possible de répondre présent lorsqu'on m'invite auprès d'étudiants. J'ai cette fibre un peu, j'ai été étudiant il y a encore pas si longtemps et je sais que c'est important d'avoir des conférences professionnelles avec des professionnels qui peuvent présenter un petit peu leur activité, ce qui permet à nous étudiants d'élargir nos horizons professionnels. Et puis je sais que c'est important aussi pour les étudiants d'avoir en plus un intervenant professionnel qui était sur les bancs de l'université il n'y a pas si longtemps. Ça permet de se projeter un peu et voilà, donc j'espère que ce sera intéressant pour tout le monde. Donc merci aussi. De rien. Donc en effet, je vais d'abord présenter mon parcours. Enfin mon parcours, j'ai toujours tendance à le présenter en 3 parties, avec un triple parcours, un parcours universitaire, un parcours professionnel et un parcours sportif. Sachant que les 3 vont ensemble. C'est pour ça que j'aime bien présenter les 3 parcours d'une manière commune. Je reviendrai ensuite après sur mon activité professionnelle et puis si on a le temps sur une présentation des panoramas sectoriels voilà, qui peuvent être intéressants aussi pour vous étudiants.
Si ça te va. Ah ben, c'est la commande, et tu y réponds toujours parfaitement, Axel. Je pense même que tu t'améliores d'année en année, donc il n'y a pas de souci. Merci. Donc différents parcours. D'abord, pour commencer, premier parcours, le parcours universitaire. Donc j'ai eu mon bac en 2007, ce qui fait de moi encore un jeune actif. J'ai 32 ans. Donc baccalauréat 2007 économique et social au lycée Malherbe. Donc je suis canet, j'ai grandi sur le bassin canet. Après mon bac, je n'avais pas forcément de certitude sur mes souhaits et objectifs professionnels. Je savais que ce qui m'intéressait, c'était un peu la découverte de la société, de comprendre comment on fonctionne. J'ai souvent tendance à dire que j'ai rapidement su que j'étais plutôt quelqu'un qui n'avait pas ce profil entrepreneur, mais qui était plutôt dans le profil de faire fonctionner un peu la collectivité, quoi. Et tout de suite, chez moi, ça m'a... Donc, Pas entrepreneur, mais déjà un peu avec l'idée d'un sens des responsabilités quand même. Ah oui, bah l'un n'empêche pas l'autre. D'accord. Du coup, je m'intéressais un petit peu à tout ce qui était sociologie, sciences politiques. J'étais plutôt bon élève. Donc je me suis dit, pourquoi pas préparer le concours de J'irais Sciences plus Po. loin, moi je dirais brillant élève. On le verra dans ton parcours plus tard. Donc je me suis dit, pourquoi pas préparer les concours de Sciences Po. Et le concours de Sciences Po, en fait... Je rappelle, Sciences Po pour les étudiants, sciences politiques, oui, qui peut amener au métier du journalisme, entre autres, et puis naturellement de tout ce qui est de la communication. Oui, ce qui m'intéressait essentiellement d'ailleurs, c'était tout ce qui était journalisme et communication politique à l'époque. Je suis en plein dedans, parfait. Mais on va voir que du coup, je n'ai pas fait Sciences Po, mais finalement, je me retrouve comme attaché territorial, on verra un peu plus tard, sur un profil où il y a beaucoup d'anciens étudiants de Sciences Po qui sont sur des postes comme ça. Sciences Po, l'épreuve majeure au concours de Sciences Po, c'est une épreuve d'histoire, et en fait c'était plutôt une stratégie de ma part de m'inscrire en fac d'histoire. Je me suis dit, bon bah l'épreuve la plus importante avec le plus gros coefficient, c'est une épreuve d'histoire, et ben autant s'inscrire en histoire, comme ça je vais essayer de mettre toutes mes chances, toutes les chances de mon côté pour préparer le concours. D'autant plus qu'à Caen, il venait d'être mis en place une licence d'histoire sciences politiques, qui est une licence avec des unités d'enseignement communes avec l'UFR de droit. Donc avec pas mal de cours de droit et de cours de sciences politiques, donc ça correspondait aussi à mes attentes globalement. Alors il faut savoir aussi que la filière licence histoire à Caen, enfin licence master, a toujours, moi même quand j'étais étudiant, il n'y avait pas de LMD, mais a toujours eu une très très bonne réputation sur le territoire français en termes de recherche universitaire et de qualité de la formation. Ouais. Bah alors il faut quand même bien comprendre que j'avais vraiment aucun objectif vis-à-vis de l'histoire. Hein. C'est-à-dire que je ne me voyais pas du tout professeur d'histoire, historien. Enfin, c'était vraiment une stratégie pour passer des concours derrière. Donc c'est vraiment une opportunité liée à cette ouverture de ce parcours, en fait, de cette option dont tu parlais à l'instant? Pas forcément, c'était vraiment me dire, bon bah l'histoire, culture générale, renforcer ma culture générale pour les concours administratifs, les concours de sciences politiques, voilà. D'accord. Derrière, donc cette histoire profil sciences politiques, là par contre, alors c'était pas forcément le souhait d'entrer là-dedans, mais comme elle existait, ça tombait bien. Et là par contre, j'ai vraiment été passionné par mes études. J'ai fait une super licence. Vraiment, ça m'a vraiment boosté. Je trouvais ça vraiment très intéressant. Et du coup, en fin de licence, je me suis un peu je me suis pas forcément ouvert à toutes les formations qui existaient en termes de master, et j'ai plutôt continué sur le fil sur lequel j'étais, quoi. Alors, je vais rebondir sur un bon volleyeur qui n'a pas le droit de laisser rebondir le ballon, sur ce que tu viens d'utiliser comme mot important. J'étais passionné. Est-ce que tu peux essayer d'approfondir un peu cette notion de passion? Tu fais une licence alors que tu n'es pas trop déterminé dans ce que tu veux faire, et néanmoins, tu es passionné par tout ce qui est fonctionnement politique, sciences politiques, histoire, etc.
Je suis arrivé sur ces études-là. Alors, je savais que j'avais un lien fort avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec comment fonctionne notre société, avec la sociologie d'une manière générale, voire même l'économie. Après, le droit, par exemple, j'étais pas forcément un grand juriste. Pour moi, c'était des notions assez abstraites. Et pour autant, je me suis vraiment retrouvé dans ces études. Vraiment, je venais en cours le matin. J'avais pas de difficulté à me lever pour venir étudier. Et, tu n'es pas de la génération Covid, tu as de la chance. Suite à cette licence, du coup, je suis rentré en master d'histoire politique, qui était la continuité logique. Et là, ça a été un peu une déception pour moi, parce que là, en master, on commence quand même à se professionnaliser. Il faut avoir un peu un projet professionnel derrière. Et là, c'était plus les sciences politiques qui m'intéressent, donc pourquoi pas continuer jusqu'en master. Master d'histoire politique, qui est un master recherche. C'était intéressant, mais là j'ai concrètement commencé à me dire, mais c'est bien, mais qu'est-ce que je vais faire dans 2 ans quand le master sera terminé? Et c'est là où je me suis un peu posé, j'ai repris un peu de distance et je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire, Axel? Dans ce cas, toujours avec cette histoire un peu de passion, là, j'étais déjà... Alors, ça c'est drôlement intéressant. Qu'est-ce que tu veux faire, Axel? Tu t'es posé, alors j'imagine, j'anticipe ton propos, mais comment tu as fait concrètement pour te poser et te dire, dans ce master, en fait, qu'est-ce que tu veux faire, Axel? Concrètement. Alors concrètement, j'ai eu la chance de me dire, il y a une double question. Première question, c'était concrètement, Axel, qu'est-ce que tu veux faire après le master? Mais double question, c'était un master recherche. Bon, Axel, il faut trouver un sujet d'études et de recherche aujourd'hui. J'avais pas forcément un objet de recherche prédéfini, et là je me suis dit, bon, qu'est-ce qui t'intéresse, Axel? J'étais déjà un fanat de sport, on verra tout à l'heure, mais je pratiquais, j'étais déjà investi dans on va le voir même en particulier, parce que c'est primordial dans ton parcours aussi. C'est ça. Donc là, je me suis dit, peut-être que je peux lier les deux, peut-être l'aspect sociologie, politique, sport. Et c'est comme ça que je suis arrivé sur un sujet de recherche qui était globalement l'influence politique des politiques sportives territoriales. Donc on était sur une période où on avait eu une transition politique à Caen. Donc on était passé de Brigitte Le Breton à Philippe Duron. Alors, pour l'anecdote, parce que les étudiants ne connaissent pas forcément, mais Madame Le Breton était plutôt d'une tendance droite, dans la prolongation de 20 ou 30 ans de mairie à droite. Alors, c'est de la politique, hein. Et puis Philippe Duron a été une rupture quelque part du point de vue politique, puisque Philippe Duron était socialiste à l'époque. Exactement. Et du coup, là, on avait un sujet de recherche qui était super intéressant. C'était de savoir, concrètement, la politique sportive qui est mise en place par les nouveaux élus, est-ce qu'on peut dire qu'on est dans une continuité politique, ou est-ce qu'on peut dire que d'un point de vue territorial, donc au sein d'une collectivité comme Caen, on a des politiques sportives qui seraient plutôt orientées de droite et des politiques sportives orientées de gauche? Alors, naturellement, mon objectif, c'est de faire le lien. On a parlé de passion, on a parlé, tu te poses. Et puis là, le mot sport qui arrive dans ton parcours. Ouais. Enfin, en tout cas, ton parcours universitaire. J'imagine qu'il y a des raisons à cela. Eh ben, oui, ma passion pour le sport. Après, là, à ce moment-là, j'avais aucun objectif de me dire, j'ai envie de travailler dans le sport, parce que pour moi, c'était complètement abstrait. J'avais fait des études d'histoire, des études de sciences politiques, donc j'étais très éloigné de ça. À un moment donné, quand on se dit, bon, là, on a 2 ans pour écrire un mémoire qui va quand même nous prendre beaucoup de temps au quotidien, autant que ça soit un sujet qui nous intéresse vraiment. C'est comme ça que le sport est arrivé, et puis en même temps, comme c'était un master d'histoire politique, il fallait quand même cet aspect toujours comprendre la société, la politisation, voilà. Donc, c'est comme ça que le lien a été fait. Passionné par le sport, passionné par les sciences politiques, comment ça fonctionne, et du coup, le mémoire recherche a été une façon de relier les deux préoccupations. En fait. Exactement, et là ça a été un peu une révélation, parce que du coup, dans le cadre de ces recherches, j'ai découvert tout le fonctionnement en fait, administratif du sport, que je connaissais pas du tout auparavant en fait. Parce que là, j'ai commencé à comprendre comment fonctionne une direction des sports, à savoir comment est composée une direction des sports, à qu'est-ce qu'une politique sportive territoriale concrètement. Et c'est là où je me suis dit, finalement, peut-être que travailler dans cet univers-là, ça pourrait être intéressant, parce que ça rassemble ce côté sport et puis ce côté aussi travailler pour la société, pour faire avancer les choses. Alors, je sais que j'anticipe ton propos, néanmoins, puisqu'on parle du sport qui arrive dans ta formation universitaire, d'où vient cette appointance pour le sport ?
Alors, la pointance pour le sport, j'ai toujours pratiqué le sport, mais étrangement, j'ai surtout pratiqué en dehors de tout cadre fédéral jusqu'à mes... Ce qu'on appelle, d'un point de vue sociologique, les pratiques informelles. C'est-à-dire que tu n'étais pas forcément licencié, mais tu pratiquais énormément une activité physique, plus ou moins compétitive peut-être, entre amis. Absolument pas compétitif, finalement. Absolument pas. Je faisais du sport sans savoir que c'était du sport, quoi. Je faisais, oui, des activités physiques, quoi. Alors, explique-nous un petit peu tout ça. Bah, j'ai grandi dans une famille sportive et non sportive, c'est-à-dire que la moitié de ma famille n'a absolument jamais fait de sport de sa vie et l'autre moitié a pas forcément l'impression d'avoir fait du sport, mais j'ai une mère qui se déplace à vélo depuis toujours, qui va nager en mer tous les 3 jours, même en hiver, et du coup j'ai un peu grandi là-dedans aussi, de faire du sport sans vraiment savoir que je faisais du sport. Parce que pour moi, le sport, c'était dans une association, c'était une compétition tous les week-ends et j'étais absolument pas là-dedans. T'étais pas du tout là-dedans. Donc là, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, les personnes sur ce profil qui font de l'activité physique, alors le mot sport, on le sait, c'est un terme polysémique qui ouvre sur d'innombrables champs. Aujourd'hui, on en a parlé avec Romain Morin, entre autres, en tant que préparateur physique. Des personnes qui font de la pratique informelle, comme ça, vont dans les salles de sport, par exemple, pour être coachés et pour une recherche de bien-être et de santé. Alors toi, indirectement, t'as pas eu besoin de coach sportif. Néanmoins, ce bien-être, tu te parles de ta maman qui prenait son vélo pour aller au travail ou quoi que ce soit, c'est dans ses déplacements. Cette recherche de bien-être physique peut être aussi liée à cette relation au sport. Oui, tout à fait. Et du coup, cette approche sportive a grandi et du coup, j'ai eu un engagement associatif, mais pour faire du sport assez tardif. Donc vers 16 ans, j'ai pris ma première licence fédérale à 16 ans. Ah, quand même. Quand même, ouais. Quand même. Mais c'est vraiment venu d'un souhait de faire une activité entre amis. C'est-à-dire que ma première licence fédérale, je l'ai pris dans un club de volley. Et l'équipe n'existait pas, donc j'ai créé l'équipe avec des amis. On était tous non-volleyeurs et on adorait tous le volley. On se disait bah le volley c'est super sympa. Et on est venu taper à la porte d'un club. On a dit bah voilà, on aimerait faire du volley. Et le club qui a dit était le camp volleyball, justement. Qui était le camp volleyball, sans faire de pub. Qui était le camp volleyball, bien sûr. Le camp volleyball à l'époque n'avait pas d'équipe jeune. Joris va être content. Donc le camp volleyball à l'époque n'avait pas d'équipe jeune et le président nous a dit bah oui, pas de souci, sauf qu'en fait on n'a pas d'équipe, donc bah vous pouvez. Donc là c'est les années 2000, hein, c'est ça à peu près, un peu avant, 95, 96. Ah bah non, je suis pas si vieux que ça quand même. Là. Bah non, qu'est-ce que je raconte. Et donc non, c'est en 2006. 2006. Ouais. Ah, oui, bah, d'accord, ok, très bien. Oui, excuse-moi, je te vois très très vieux. Et du coup, le président nous dit bah, pas de souci, mais le problème c'est que vous allez forcément jouer en loisir parce qu'on n'a pas d'équipe jeune. Et on a dit globalement, bah, une équipe jeune c'est quoi bah, il faut 6 joueurs. Bon, bah ok, on va ramener 6 joueurs et on est arrivé à 6 et c'est comme ça qu'on a commencé le volley. Ouais. Eh ben, super, ça c'est une belle histoire. Donc une bande de copains et on s'inscrit dans un club parce qu'on veut aller un petit peu plus loin. En fait, le volley a été le prétexte d'être un peu plus ensemble. Exactement. Là encore, on n'était pas du tout dans une démarche compétitive au final. Hein. C'était plus, si on avait pu faire du volley sur l'herbe tous les soirs entre nous, on aurait fait du volley sur l'herbe tous les soirs entre nous. Mais c'est juste que bon, il fallait un gymnase, il fallait des poteaux, il fallait des filets, et c'est comme ça qu'on est arrivé. C'est là où la ville de Caen peut être utile. Par exemple. Ouais. Très bien. Alors, excuse-moi pour ce petit aparté, mais je crois que c'est important d'expliquer cette relation sport et filière universitaire que tu as suivie. Pas de souci. Donc je reviens sur mon master d'histoire politique. Donc là, mon master, je fais mon mémoire de recherche qui est intéressant, qui me dit bah peut-être qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans. Mais en même temps, mon master, je me dis bon bah là, je vais pas droit au mur, mais en tout cas, je vais dans une direction qui est pas celle que je veux prendre parce que j'ai pas envie de faire de l'enseignement ni de recherche. Et c'est comme ça que je rebifurque en licence d'administration publique, donc qui est une licence 3 qui à l'UFR de droit. Et qui est en gros une préparation au concours administratif de catégorie A. C'est à Caen toujours ? C'est à Caen toujours, ouais. Alors, vous voyez, chers étudiants, déjà le parcours d'Axel est très intéressant puisqu'il arrive sur un bac plus 5 avec un master. Il se rend compte que ça ne va pas forcément lui amener des choses concrètes par rapport à ce qu'il passionne. Résultat des courses, il reprend un parcours en licence. Exactement. Donc je sais que parmi vous, il y en a certains qui sont dans ce domaine-là, qui étaient sur une licence éducation motricité, qui se sont rendus compte que
les portes n'étaient pas forcément ouvertes pour le master éducation motricité, MEF, des métiers de l'enseignement, et qui aujourd'hui reviennent sur la licence d'entraînement sportif. On a aussi un étudiant qui est professionnel de l'éducation physique à l'éducation nationale et qui revient sur la licence entraînement. Donc vous voyez, les parcours sont toujours ouverts. C'est ça qui est important. C'est qu'en France, on a quand même un système, même s'il est de plus en plus sélectif, vers le master. Néanmoins, il y a toujours en licence une possibilité de s'ouvrir grâce à des inscriptions dans différentes licences en fonction de vos appointances. Là, ce qu'il faut retenir, c'est que de repasser de master en licence, en fait, c'est même stratégique, mais c'est stratégique parce qu'il y a vraiment un objectif professionnel derrière. Donc quand j'arrive en licence d'administration publique, je ne sais pas concrètement, je me dis pas je veux faire tel métier exactement, mais par contre, là, je sais que voilà, il existe tout un univers administratif du sport, que ça m'intéresse sérieusement. Que ça pourrait correspondre à mon profil et que du coup, il me manque un petit bagage technique pour avoir ces concours-là et pour pouvoir accéder à ces postes. Bagage technique que la licence d'administration publique peut m'apporter. Donc il y a vraiment, c'est stratégique, hein, vraiment. Voilà, mais à un moment donné, il faut bien travailler, il faut bien trouver un métier concret qui rapporte quelque chose, il faut bien vivre. Et donc effectivement, la stratégie, elle est importante de ce point de vue-là. J'enchaîne sur la découverte du monde professionnel qui est assez lié. Donc 2012, si je reviens sur les études, 2012 c'est mon année où je suis en master d'histoire sciences politiques sur lequel je travaille sur les politiques sportives territoriales. Dans le cadre de toutes mes études, j'ai toujours eu des jobs étudiants pour pouvoir financer mes études. Donc j'ai travaillé dans la restauration, j'ai travaillé en banque. Bon, j'ai fait des petits boulots en fait, ce que je trouvais. Alors ça, c'est important quand même que tu avais une activité en dehors des études pour tout simplement subvenir à tes besoins matériels, quoi. Ouais, tout à fait. Donc vous voyez, il n'y a pas de secret. Alors je sais que la période est particulièrement difficile pour vous, étudiants, de ce point de vue-là. Mais je sais que l'activité a quand même tendance à pouvoir reprendre un tout petit peu, là, malgré les annonces gouvernementales qui ne sont pas toujours très optimistes pour le mois de mars. Mais il faut aller taper aux portes et ne pas hésiter à cultiver d'autres choses que vos propres études. Donc oui, en effet, des petits boulots étudiants à droite à gauche. Et 2012, j'ai eu la chance, on était dans le plein boom, en tout cas dans la pleine médiatisation, ou le début de la médiatisation un petit peu des services civiques. Oui, c'est cette époque-là, tout à fait. Ouais, tout à fait. Tu étais dans les premiers. C'est ça. Ouais. Et du coup, j'ai fait partie des premiers services civiques. Et à l'époque, l'UFOLEP, Fédération Affinitaire Multisport, cherchait des services civiques. Et là, je me suis dit, bah top, parce que du coup, plutôt que de travailler dans la restauration pour financer mes études, je peux travailler à l'UFOLEP, donc me rapprocher du mouvement sportif, ce qui va être une belle ligne sur mon CV, ce qui va me permettre aussi de gagner un peu d'argent pour pouvoir financer mes études. Et là, déjà, il y avait un peu de cohérence et du coup, c'était top pour moi. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, l'UFOLEP, c'est une vieille association, je crois que c'est Union fédérale des œuvres laïques de l'éducation physique, je crois, ou de l'éducation populaire, je ne sais plus. Éducation populaire, je crois. Éducation populaire. Donc, mon origine de prof d'éducation physique, si tu veux, me renvoie toujours vers l'éducation physique. Mais ce qui est intéressant, c'est le côté laïque aussi, les œuvres laïques. Donc, année enrichissante, qui permettait de remettre un peu de sens et de redonner du lien à mon parcours. Et donc 2013, instructeur juridique, préfecture de la Manche. Donc là, 2013, on se replace. Je suis sur mon année de préparation au concours à l'IPAG, donc ma LAP, ma licence d'administration générale, avec pour objectif d'intégrer l'administration du sport, sauf que la licence d'administration publique, c'est une licence qui prépare au concours catégorie A, mais au concours généraliste catégorie A. C'est-à-dire qu'en fait, toute l'année, on fait du droit, on fait de l'économie, on fait de la sociologie, de la culture générale, voilà. Mais on ne fait pas du tout d'épreuves spécifiques pour préparer les concours du sport. Et dans le cadre de cette année, on nous incite à préparer beaucoup de concours et à présenter des concours, parce que c'est aussi comme ça qu'on s'entraîne, parce que c'est pas forcément inné au début de passer des écrits de concours administratifs et encore moins des oraux.
J'ai présenté un concours que je n'avais pas préparé, du coup, qui était le concours du ministère de l'Intérieur. J'y suis vraiment allé dans l'esprit, bon, bah, c'est un concours, ça va me permettre de me mettre en condition, de voir comment ça fonctionne. De m'entraîner. De m'entraîner, exactement. J'ai eu le concours. C'était pas prévu au casting. C'était pas prévu, il y avait que 4 postes, on était 200, donc c'était vraiment pas prévu, quoi. Surtout que je l'avais pas particulièrement travaillé, voilà. Et donc là, j'ai eu le concours, et là, grosse interrogation. Comment tu penses à quoi tu attribues alors le fait que tu n'es pas forcément préparé, mais tu l'obtiens? Alors, dans les 4 sur 200 à l'avoir, c'est quand même une belle performance. Ouais, bah, il y avait 2 épreuves écrites, et il y a une épreuve écrite où j'ai cartonné. Mais bon, c'est les concours, hein, des fois. Donc ça t'a plu, quoi. Si tu cartonnes, c'est que quelque part ça te plaît quand même. Bah, je me suis bien retrouvé sur l'épreuve. En effet, c'était alors le sujet exactement, je sais plus ce que c'était, mais je me souviens que c'était très politique et que du coup c'était très bancal parce que sur un concours administratif, un sujet très politique, on glisse très rapidement. Ça peut mais finalement, ça correspondait bien moi à mes appétences et puis surtout à ma culture. En fait, comme je me suis toujours intéressé à la politique, j'ai fait des études de sciences politiques, je lis énormément la presse, donc en fait j'étais très à l'aise sur le sujet, quoi. Donc, vous voyez, pour ceux qui voudraient se destiner à un concours, il y a la préparation spécifique, mais il y a aussi en fonction des concours, hein, bien sûr, tu pourras peut-être mieux nous en parler que moi, il y a aussi tout ce que tu parles de beaucoup de lecture, de culture, et puis d'expérience hein, dans différents milieux, qui, même sur un concours, on n'est pas vraiment préparé, face à un sujet d'appointance, eh bien, on peut bien s'en sortir. Alors le conseil, c'est quand même de préparer les concours. Là, c'était un peu un miracle quand même. Enfin un miracle. En tout cas, sur le moment, je me suis dit ouais, c'est un miracle parce que j'ai un concours que j'ai pas préparé. Et voilà, les miracles n'existent pas, voyons. Ouais, mais on va voir que le miracle a été de courte durée quand même. Ouais, bah alors justement, tu vas nous expliquer. Donc concours. Alors c'est un concours d'État. Donc si on a le temps, je reviendrai un peu dessus après. Mais concours d'État, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des postes qui sont déjà prédéfinis et selon son classement au concours, on choisit le poste. Comme moi j'étais le dernier admis au concours, globalement j'ai pas eu le choix entre les postes et j'ai pris le dernier poste qu'il y avait. Et le dernier poste qu'il y avait, du coup, c'était un poste d'instructeur juridique à la préfecture de la Manche, où là j'étais, ça a été un peu douche froide quand même, parce que je commençais à préparer les concours administratifs du sport. Je me disais ouais vraiment je me vois bien dans ce milieu-là, et finalement je me suis retrouvé à la préfecture de la Manche à Saint-Lô. À instruire des dossiers juridiques toute la journée qui étaient globalement liés au droit de l'environnement, donc des projets d'éoliennes. Et là, donc j'arrivais le matin, j'avais une pile de dossiers qui étaient toujours les mêmes dossiers toute la journée, et globalement, je devais faire toujours la même chose. C'était vraiment le travail administratif. Très routinier. Très routinier, très loin du sport. Les routines ont des vertus parfois, mais là, effectivement, tu n'étais pas du tout dans le domaine que tu avais choisi. Ouais, donc ça a été une année quand même, une année un peu de souffrance. Enfin, alors c'est intéressant parce qu'effectivement, tu as l'opportunité, tu as ce concours, tu t'y attends pas. C'est quand même flatteur de finir 4e sur 200, même si tu es 4e sur 4 dans le classement du concours. Et puis, il y a aussi, j'imagine, l'aspect économique qui te fait prendre ce concours un petit peu. Exactement. Prendre ce poste. Quand j'ai le concours, je me pose... T'as quel âge à ce moment-là? 2013, j'ai 24 ans. Ouais, donc tu es encore tout jeune. Ouais. Absolument. À ce moment-là, je me pose vraiment la question. Quand j'ai le concours, je me dis waouh, bah super, c'est génial, ça va me permettre de mettre un premier pied dans l'administration et je pourrais évoluer après. Et en même temps, déjà, même avant d'avoir mis un pied à la préfecture de la Manche, je suis un peu sur la réserve de me dire oula, est-ce que je vais pas m'enfermer dans quelque chose qui n'était pas forcément ce que je souhaitais faire? Alors là, c'est drôlement intéressant. Je parle sur le plan de ton cheminement intellectuel, psychologique, parce que tu te poses une première fois pour aller vers le master, qu'est-ce que je vais faire, politique sportive, etc. Puis là, tu es bien forcément obligé de te reposer une deuxième fois, parce que là, c'est pas du tout ce que tu avais envisagé de faire. Je pense que la continuité aurait été beaucoup plus naturelle si je ne m'étais pas posé une première fois en fait. Mais comme je me suis vraiment posé une première fois et que j'ai vraiment réfléchi sur ce que je souhaitais faire et ce que je ne souhaitais pas faire, là quand je me suis retrouvé confronté à un choix vraiment concret, c'est-à-dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, sachant que rentrer dans la fonction publique en 2013, on est, alors pour ceux qui s'intéressent un peu au fonctionnement politique, administratif, on était en milieu de RGPP, donc ça veut dire que tous les postes ils étaient supprimés globalement.
Et du coup, ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, 4e sur 200, refuser le bénéfice du concours, c'était... C'est un peu compliqué. Ouais. C'était un peu compliqué, ouais. Donc j'ai accepté le poste, mais très vite je me suis dit, waouh, est-ce que j'ai bien fait? Ça va peut-être être compliqué. Alors là, il y a une sorte de doute psychologique, j'imagine, dans ce que tu fais, dans ton bien-être. Comment ça se traduit? Est-ce que tu as eu cette question que tu te poses, est-ce que j'ai eu raison de faire ça? Alors ça se traduit par Axel, prends le positif qui se présente à toi, c'est un premier pied dans l'administration, rien ne t'empêche de présenter d'autres concours et de continuer à préparer les concours. Alors là, vous entendez les étudiants, c'est drôlement important. Axel n'est pas forcément dans une condition matérielle, je dirais, liée à tes tâches administratives, journalières, quotidiennes, agréables dans ce que tu recherches. Néanmoins, tu vas aller chercher le positif. Ouais, donc là je me dis, bah, prends le côté On est en positif. pleine préparation mentale, hein. Ça fait écho à Adrien Dutertre qu'on a invité il y a quelques semaines. J'en fais exprès, hein. Je vais très loin dans le questionnement, parce que je pense que les étudiants passent par ces phases-là aujourd'hui. On passe tous, hein. Moi je suis passé par ces phases-là aussi dans mon parcours, je passe encore, hein. Je suis aussi encore dans ces questionnements. Et c'est important de voir qu'il faut les faire, ces questionnements, pour pouvoir évoluer. Donc tu gardes le positif. Je garde le positif et j'essaye même de voir le positif partout. Je me dis, bah, en fait, c'est génial parce que même si c'est des postes qui m'intéressent pas, l'instruction juridique, ça va renforcer mes compétences juridiques. Donc, ça me servira forcément pour mes postes derrière et pour la préparation des concours où il y a quasiment toujours des épreuves de droit. Et préfecture de la Manche, bah, au début, je me dis, ouais, aller à Saint-Lô tous les jours, ça va être compliqué. Et en fait, je vois le positif en me disant, bah oui, mais j'aurai 1 heure de train le matin, 1 heure de train l'après-midi. Ça fait 2 heures de temps où je vais pouvoir préparer les concours et travailler moi-même pour... Tu continues à vivre à Caen, par contre? Je continue à vivre à Caen, ouais. Alors, est-ce qu'il y a une raison particulière? Alors, je ne parle pas de ta vie privée, mais ne serait-ce que du point de vue sportif, par exemple? Alors, il y a une triple raison, une quadruple raison, allez, on va même dire. Première raison, je me vois difficilement vivre à Saint-Lô. Deuxième raison... Tu es canet d'origine. Je suis canet d'origine, tout à fait. Deuxième raison, donc canet à 24 ans, aller vivre à Saint-Lô... un peu compliqué. C'était compliqué, ouais. Excusez-nous les Saint-Lois, hein, s'il y en a parmi vous. Mais les Saint-Lois qui sont peut-être parmi nous, ils vivent tous à Caen, donc ils doivent comprendre. Voilà. Deuxième raison, ma vie privée, ouais, j'étais en couple à l'époque et bon, je me voyais mal aussi, voilà. Troisième raison, le volley. C'est pour ça aussi que je vais t'amener là-dessus. 2013, je commence à être dans une année où là, autant j'ai dit que quand j'allais commencer le volley, j'étais très loin de la compète, mais 2013, je commence à être plutôt dans l'esprit compète, à vouloir progresser. Je crois que le camp volleyball a la volonté de monter en National 3 à cette époque-là, hein, déjà. Tout à fait. Je suis dans une super équipe avec, pareil, quasiment tous mes copains avec qui on a progressé ensemble. Donc, pareil, je me vois difficilement partir. Et puis la quatrième raison, c'est de me forcer à travailler, en fait. Vraiment de me dire, bon, bah, en fait, d'avoir 2 heures de train par jour, ça va être 2 heures de travail pour préparer les concours. Là, je me suis un peu surestimé. Hein. Parce que finalement, dans le train, on rentre dans le train à 7 h du matin, tout le monde dort dans le train. On dort. Et au bout de 3 minutes, je dormais aussi dans le train. Et le soir, on n'a qu'une seule envie, c'est d'arriver vite chez soi. C'est ça. Mais au moment, à ce moment-là, j'avais quand même le couteau entre les dents et je me disais, ça va être génial, c'est une super opportunité et je vais pouvoir bosser dans le train. Alors, c'est étonnant parce que ça fait penser au parcours de Nicolas Ménard qui, lui, postule sur un poste d'enseignant de tennis alors qu'il n'a pas le brevet d'État à l'époque. Il a un master management, hein, et Nicolas nous a expliqué qu'il est pris, il envoie des CV un peu partout, il est pris à Cherbourg, et il décide de faire son brevet d'État à Paris. Si bien qu'il prend le train régulièrement dans la semaine pour aller à Paris, et là, il dit, voilà, d'être dans le train, ça me permet de me poser. Et alors lui, il avait un trajet un peu plus long que le tien. Forcément. Et du coup, il a bossé dans le train pour passer son brevet d'État. Et il a été plus fort que moi j'ai pas réussi. Il avait plus de temps pour le faire peut-être. Donc voilà. Non mais voilà, je fais cette petite comparaison parce que on passe un peu tous par les mêmes étapes. Ceci dit, même si j'ai pas réussi à travailler autant que je l'aurais voulu dans le train, j'ai quand même réussi à continuer à préparer les concours. Et 2013, c'est notamment l'année où je suis admissible au concours d'inspecteur jeunesse et sport. Oui. Donc c'est un concours A+, dans le sport, c'est un concours vraiment difficile. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que l'inspecteur jeunesse et sport? Alors les postes d'inspecteur jeunesse et sport, ce sont des postes de fonction publique d'État, donc ce sont des cadres du ministère des Sports qui sont pour la plupart détachés
au niveau départemental ou régional. Et qui sont la plupart du temps chefs de service, donc souvent les responsables des sports, des anciennes DD, JR, CS. C'est ça. Voilà, globalement. Donc c'est un poste de cadre sup dans le sport, ouais. Donc là, tu es admissible? Je suis admissible. Donc admissible, pour être admissible, c'était 3 écrits de 5 heures, donc des grosses épreuves. Et quand on est admissible, on a encore un écrit de 4 heures et un grand oral d'1 heure et 2 épreuves de sport. Donc tout ça à l'INSEP. Donc là, j'ai la chance d'aller à l'INSEP pendant 3 jours pour passer mes épreuves. Donc tu vois ce que c'est que l'INSEP, du coup? Je découvre l'INSEP à ce moment-là, tout à fait. L'Institut national du sport et de l'expertise et de la performance, pardon, c'est ça la fout mal. Donc là, génial, mais par contre le concours, là, il y a vraiment, c'est un concours 4 sup, et là je me rends compte quand je discute avec les autres candidats que bon, je suis pas du même monde qu'eux, j'ai pas eu la même préparation, donc ça va être compliqué. Donc en effet, ça a été compliqué, et là du coup, c'est pas forcément la douche froide parce que je me rends très vite compte qu'en fait le niveau il est extrêmement élevé et que ça va être compliqué pour moi. Mais en même temps, le fait d'avoir été admissible, donc admissible c'est pareil, j'étais dans le top 20 quoi, et top 20 sur 600, donc je me dis bon c'est que finalement c'est motivant aussi. Ça veut dire que je me dis bon il faut quand même que je continue de préparer les concours, alors peut-être pas celui-ci parce qu'il est compliqué, voilà, mais il faut que je continue dans cette voie et que je persévère. Le seul problème, c'est que les concours administratifs, il y en a au mieux tous les ans et en général tous les 2 ans sur les concours de cadre. Bien sûr. Et donc là, je me dis bon j'ai laissé ma chance, j'ai loupé pour le concours d'inspecteur jeunesse et sport. Donc là, il va falloir attendre 2 ans. 2 ans avec les dossiers de loi sur l'eau là. Tu parles de douche froide parce que tu prends ça comme un échec. Les deux, je prends ça comme un échec parce que je voyais ça comme un échappatoire en or de mon poste de Saint-Lô. Donc à un moment donné, forcément, quand on prépare les concours, on est obligé d'y croire. Donc je me suis quand même investi en y croyant. Mais après, je le prends pas non plus comme un énorme échec parce que ça me booste aussi ma confiance en moi, quoi. Je me dis bon j'ai bien fait de préparer. Donc là, tu positives quand même. Oui, bien sûr. Le seul truc qui me fait pas trop positiver, c'est de me dire bon le prochain concours il est dans 2 ans et pendant 2 ans je vais me retrouver avec mes dossiers loi sur l'eau toute la journée qui m'intéressent pas et sur lequel je m'ennuie quoi. Et donc là, il va falloir se reposer. Non, là j'ai de la chance, il y a un poste qui ouvre à la préfecture de la Manche toujours, mais au cabinet au site PC, donc le service interministériel de défense et de protection civile, un poste de responsable de planification. Donc là, beaucoup plus opérationnel et j'ai la chance de pouvoir évoluer sur ce poste-là. Donc là, concrètement, responsable de planification, l'idée c'est de... Alors là c'est un service sur lequel ils doivent énormément travailler. Là, ça doit bouger en ce moment au site PC de toutes les régions de France. Globalement, c'est de la planification de crise. Que ce soit de la crise terroriste, technologique, sanitaire, peu importe, mais l'idée c'est d'essayer d'anticiper chaque crise et de planifier tous les process en réponse à chaque crise. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose, alors il y a toujours des crises qu'on n'attend pas, genre une crise sanitaire liée au Covid inattendue. Mais il y a des crises qu'on peut peut-être anticiper. Par exemple, dans la Manche, on sait qu'il y a un risque nucléaire qui existe parce qu'il y a des sites nucléaires. Bien sûr. Et ben, si demain il se passe quelque chose en termes de nucléaire, est-ce que c'est une fuite, est-ce que c'est une explosion, est-ce que c'est je ne sais quoi, on a un process qui est déjà écrit et qui est mis à jour tous les ans. Et en gros, chaque acteur sait ce qu'il doit faire. Les maires des collectivités savent ce qu'ils doivent faire, les pompiers, voilà. Et ça permet de gagner du temps et d'avoir une réponse de crise adaptée. Donc c'est une protection de la population en fait. Ouais. Donc là j'étais là-dessus, notamment sur tout ce qui était risque technologique, moi plus particulièrement. Et là ce qui est intéressant c'est que j'avais un chef de service qui savait que j'étais passionné de sport. Et 2014, en Normandie, on a eu un super événement sportif qui était les Jeux équestres mondiaux. Tout à fait. Avec des épreuves dans la Manche, notamment l'épreuve d'endurance à Sartilly. Et là du coup j'ai accompagné mon chef de service un peu sur ces projets-là. Et ce qui m'a permis de découvrir un peu les aspects sécurité, sûreté sur des gros événements sportifs. Très bien. L'autre chance que j'ai eue, donc une opportunité, mais c'est aussi parce que tu communiques sur le fait que tu es passionné par le sport. Ouais. Donc vous voyez, important, parler de ce que vous aimez. Hein?
L'autre chance que j'ai eue à ce moment-là aussi, c'est que dans cette mission, j'avais aussi une mission de responsable de la commission d'arrondissement de sécurité ERP. Globalement, les établissements recevant du public, donc pour nous le sport par exemple, les gymnases, quand on crée un gymnase, avant l'ouverture au public, l'équipement est homologué par la préfecture en lien avec les pompiers. Et en fait, il est homologué pour un certain nombre de personnes et pour un type d'activité. L'exemple, par exemple, des panneaux de basket dans un gymnase, on les teste avec... Non, c'est pas ça? Ça peut, mais là, alors sur un gymnase, ça peut. Je prends un exemple au hasard. Mais oui, ça peut être le nombre d'extincteurs qu'on a dans une pièce, l'éclairage de sécurité, est-ce que les portes de secours, elles s'ouvrent bien dans le bon sens, voilà. Et si je dis que ça a été une chance, c'est parce que aujourd'hui ça me sert beaucoup, parce que les dossiers de sécurité ERP dans le cadre des événements sportifs, on en fait pas mal. Parce que autant, alors à l'époque quand j'étais responsable de la commission, on visitait des sites qui en général étaient des sites nouveaux qui ouvraient au public, ou des visites périodiques, parce que tous les 4-5 ans on a une visite périodique pour voir si l'équipement répond toujours aux normes de sécurité. Mais dans le cadre d'un événement sportif, si je prends l'exemple d'un gymnase par exemple, donc un gymnase il va être homologué pour un type d'activité qui sera l'activité sportive, et pour un certain nombre de personnes en fonction des sorties de sécurité par exemple. J'imagine que c'est la même chose pour les gymnases, pour les comment dire, les stades, etc. etc. Ouais. C'est les mêmes problématiques. C'est les mêmes problématiques. Et si vous demain, je vais prendre un exemple qui sera peut-être pas votre cas, mais un exemple au moins très concret, quelqu'un qui voudrait organiser par exemple un concert dans un gymnase. Si on organise un concert dans un gymnase, on change le type d'activité qu'on va faire dans le gymnase, donc c'est-à-dire que l'équipement il n'est plus homologué en termes de commission de sécurité. Et puis on peut aussi changer d'effectif, on peut dire oui mais d'habitude dans le gymnase ce sont des gens qui font du foot, du futsal par exemple, et donc ils sont, j'en sais rien, au maximum une vingtaine avec ceux qui sont sur les bancs. Sauf que là si on fait un concert, ils vont être 300 sur le gymnase. Oui, c'est un peu comme la même problématique sur les concerts du Stade de France ou des choses comme ça, où il y a une vocation pour accueillir une activité sportive, mais à partir du moment où on a un concert, il va y avoir du monde sur le terrain. C'est ça. Donc là, on peut faire un dossier de sécurité, c'est-à-dire que faire cet événement, ça serait interdit. En tout cas, ça nécessite une autorisation de la commission de sécurité et qui, en règle générale, va la donner, mais contre des prescriptions supplémentaires. C'est-à-dire, je ne sais pas, on va prendre un exemple bateau, il n'y a pas assez on veut augmenter l'effectif qui est autorisé dans une salle parce qu'il n'y a pas assez de dégagement de sortie de secours, et on va imposer le fait qu'il y ait un agent de sécurité à chaque sortie de secours pour permettre de fluidifier les sorties. D'accord. Par exemple. Ça marche. Voilà, pour ça. L'université de Caen est un peu dans cette problématique-là, puisqu'on a des agents de sécurité un petit peu partout maintenant. On l'a vu ce matin en rentrant dans la BU. On a un agent de sécurité qui essaye de fluidifier le passage des étudiants. C'est ça. Donc là, on va voir que c'est très important pour la suite de ton parcours. Ça a été, là pour le coup, oui, c'est l'expérience qui m'a le plus servi pour la suite. Ouais. Alors, la réorientation. Tu t'es réorienté, explique-nous tout ça. C'était intéressant, c'était plus opérationnel. Après, c'était encore un peu trop éloigné de mon souhait de travailler dans le sport. Et là, je me suis reposé. J'ai réfléchi, je me suis dit, bon, Axel... Et là, tu as 25 ans, c'est ça? 25 ans, ouais. Ouais. Et là, je me suis dit, justement, Axel, tu as 25 ans, tu es encore jeune. Si tu ne te donnes pas les moyens pour faire ce que tu as envie de faire maintenant, plus les années vont passer, plus ça va être difficile. Et je dois avouer que dans mon entourage professionnel en préfecture, je voyais beaucoup de gens qui étaient devenus complètement, qui s'étaient laissés manger par la routine, on va dire, et qui étaient le contre-exemple de ce que je souhaitais devenir. Et je me suis dit, mais vraiment, je me souviens à un moment donné, je me suis posé, je me suis dit, voilà, ces gens-là, ça devait être des gens remplis de bonne volonté quand ils sont arrivés ici. Et en fait, on se fait vite avoir parce qu'en préfecture, j'avais une situation qui n'était pas si mal. Alors, je faisais pas ce que je souhaitais faire professionnellement, mais j'étais plutôt bien payé pour quelqu'un qui avait 25 ans. J'avais beaucoup de congés. J'étais loin d'être à plaindre. Alors, là, tu me fais penser à quelque chose. Il y a des études qui ont été faites, notamment dans le métier du professorat, et qui montrent que lorsque l'on est en poste entre 5 et 7 ans, on arrive au sommet de sa compétence. Du point de vue du rayonnement, de la motivation, etc. Ce qui montre bien que, quelque part, il faudrait pouvoir cultiver de nouveaux postes entre ces 5 et 7 ans d'activité. Bon, toi, il t'a fallu
une année pour t'en rendre compte, mais tu es jeune et tu sais ce que tu veux faire au bout du compte. Vraiment être en relation avec le sport. Et puis je pense qu'il y a une question de personnalité derrière. Il y a des gens qui sont très bien dans le confort de la routine. Et moi, je sais que la routine professionnelle, c'est pas possible pour moi, quoi. Je sais que pour être bien personnellement, il faut que je sois bien professionnellement. Et du coup, c'est important pour moi. Je pense qu'on est tous un peu comme ça. Sauf que là, même si j'ai pris un peu de temps pour me reposer, donc là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Je commençais à être réellement fatigué de préparer les concours le soir en rentrant chez moi. Et là, je commençais à me dire, bon, qu'est-ce que je vais faire? J'étais en couple à l'époque. Et du coup, mon amie travaillait aux Jeux équestres mondiaux. Et elle, son rêve, donc elle avait fait des études dans l'événementiel et notamment dans la sécurité du sport. Et elle, son rêve absolu à l'époque, c'était de travailler pour l'Euro 2016. Donc on se replace, on est en 2014. Son rêve absolu, fin d'études, c'était de dire, bah moi, l'Euro 2016, c'est l'événement, quoi. L'Euro 2016, après on verra. Et là, sortie de Jeux équestres mondiaux, elle a une super opportunité. On lui propose plus ou moins un poste pour l'Euro 2016. Mais on lui dit qu'il va falloir qu'elle progresse un peu en anglais parce que son niveau d'anglais est un peu cata et que pour l'Euro 2016, il faudra parler anglais. Et là, c'est encore une super opportunité. Et là, et pour elle, c'est encore plus une superbe opportunité parce qu'en Nouvelle-Zélande et en Australie, on a les championnats du monde de la FIFA des moins de 20 ans qui se déroulent là-bas. Et globalement, on lui propose un tout petit poste là-bas, mais pour lui dire, bah voilà, ça va te permettre de patienter pendant un an, mais en même temps, ça va te donner une expérience professionnelle. Et puis tu vas revenir, tu seras mis en anglais, et tu vas revenir, on le prend directement sur le poste pour l'Euro de foot. Donc là, tu te reposes, et toi, qu'est-ce que tu deviens alors? Ouais, bah, pour elle, génial, et puis en fait, bah, pour moi, génial aussi, puisque là, je me suis dit, bon, bah, j'ai peut-être besoin, en fait, de lâcher un peu tout, quoi, de lâcher la préparation des concours pendant un an, de voir autre chose, de prendre un peu de temps pour moi et d'être un peu moins focus dans mon tunnel. Donc ça, c'est courant 2014, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc tu te laisses pas embrigader par ce poste de fonctionnaire, on va dire? Non. Du coup, je décide de partir avec elle, donc je demande une disponibilité. Donc il faut savoir, hein, dans les postes de fonctionnaire, on peut soit cesser l'activité et dire bon ben voilà, je démissionne, ou alors, comme tu viens de le dire, utiliser une disponibilité. Hein, on a droit à 1 an ou 2 ans, ou voilà. Et puis en disant peut-être que tu vas réintégrer le poste que tu avais, encore que. C'est ça, une disponibilité, ça correspond globalement à un congé sans solde. Et si on demande à être réintégré, on est censé nous donner un poste à responsabilité équivalente, globalement. Donc pas forcément le poste sur lequel on était, mais voilà. Tu réintègres la fonction, enfin l'administration dans laquelle tu étais. Ouais. Donc moi, demande de disponibilité parce que c'est plus confortable, parce que je me dis quand je reviens, si j'ai rien, j'ai toujours ce parachute-là. Après, l'objectif, c'était pas de revenir pour réintégrer, quoi. En gros, je prends une disponibilité en me disant bon bah là, je souffle pendant 1 an, et puis bah, quand je reviens mort de faim, et puis là cette fois, je vais au bout de ce que j'ai envie de faire, quoi. Très bien. Donc je pars en Nouvelle-Zélande, donc 1 an de voyage, alors je travaille un petit peu aussi, mais pareil, je travaille dans la restauration, rien à voir avec le sport, je m'écarte du milieu sportif. Et de Nouvelle-Zélande, du coup, je prépare mon retour déjà en France, en postulant sur des masters en management du sport, en me disant que ça va redonner une coloration sportive à ma formation, et que du coup, ce sera en lien avec et mes souhaits professionnels, et ma passion sportive. Donc voilà. Donc quelque part, tu sais qu'à Caen, il y a un management du sport? Alors je postule pas qu'à Caen, mais je postule à Caen aussi. Ouais. Ouais, bien sûr, parce que c'est quand même ta ville d'attachement. Je postule sur 4 masters. Je postule à Orsay, qui est le master management du sport, qui est très coté, voilà. Mais qui est très coté, mais très orienté événementiel, sport professionnel. D'accord. Je postule à Bordeaux, qui lui est très orienté justement administration publique. Je postule à Marseille, qui est généraliste, et puis je postule à Caen, qui est un master généraliste aussi. Et puis je suis pris, alors je suis pas pris à Orsay, mais je suis pris sur les 3 autres.
Et j'hésite avec Bordeaux en me disant, bon, bah, ça correspond à mon profil, donc dans un sens, c'est bien. Mais en même temps, mon expérience en préfecture m'avait aussi un peu déçu et j'étais pas certain de vouloir vraiment retravailler dans l'administration publique du sport. Je savais que je voulais travailler en lien avec l'administration publique du sport, mais pas forcément. Mais peut-être plus, par exemple, dans une fédération, en partenariat, chargé de partenariat public, par exemple, ou voilà. Et donc je me suis dit, bah Bordeaux, ça va peut-être être trop public encore. Tu vas trop y retourner. C'est ça, trop m'enfermer. Et alors que je cherchais à m'ouvrir, quoi. Bien sûr. Et donc là, il restait Marseille ou Caen, et bah de fait, ça a été, là, le choix était vite fait, c'était Caen, parce que déjà que le master à Caen était très bien coté. Et puis même en termes de confort pour moi, quoi. J'ai ma famille qui est sur Caen, je connaissais la ville. Et puis ça t'a permis de commencer une belle aventure volleybalistique ensemble, puisque c'est là qu'on a fait connaissance. Exactement. Au sein du camp volleyball, avec ce projet de monter en National 3. Exactement. Donc j'ai eu la chance de rentrer directement en Master 2 en management du sport. Voilà. La même année, j'ai continué de préparer les concours de la fonction publique, sauf que là, donc là, quand je reviens d'un an à l'étranger, je me dis pas, je vais reprendre un Master 2 en management du sport pour juste avoir le diplôme et me dire, bon, bah, j'ai le diplôme et comme ça, je vais pouvoir postuler à tel poste, quoi. Je me dis, bon, bah, je reprends un Master 2 en management du sport, par contre, bah, je vais essayer de me donner à fond pour cartonner le Master 2 en management du sport. Là, vraiment, pareil, là, en termes de stratégie, c'est je reviens, j'ai profité pendant un an, bah là, pendant un an, je vais m'investir à 100%. On est bien d'accord. Et du coup, je m'investis à 100%, je prépare le concours d'attaché territorial la même année, donc en gros, je fais une double préparation, et là, j'ai la chance d'obtenir les deux, quoi. J'ai validé mon master avec mention très bien, donc super, et puis j'ai le concours d'attaché. Super. Tu as fait un stage à ce moment-là aussi, quand même. Voilà, je fais un stage. Je me rends vite compte, donc master management du sport à Caen, master généraliste, qui n'est pas forcément orienté très public, mais sur lequel il y a aussi des unités d'enseignement public. Et là, je me rends vite compte aussi que même si j'avais été déçu de mon expérience en préfecture et que bon, je m'étais dit peut-être qu'il faut voir un peu autre chose, je me suis rendu quand même très rapidement compte que j'avais une appétence et une fibre publique très particulière que mes camarades n'avaient pas forcément. Et que, du coup, c'était quand même ancré en moi. Et donc là, je me dis, bon, bah, mon stage, j'aimerais le faire dans une collectivité, quoi. Donc en fait, je reviens à la source, quoi. Je me dis, bon, bah, voilà, je reviens dans une collectivité, je fais mon stage là et on voit. Et j'ai la chance d'être pris en stage auprès du directeur des sports de la ville de Caen. Qui lui prenait très peu de stagiaires. Les stagiaires sont plutôt pris au niveau des chefs de service normalement. Et là, au vu de mon parcours riche, oui, quand même, tu as un parcours là relativement riche, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc là, j'ai de la chance, il me prend avec lui et puis il me prend vraiment en accompagnement en accompagnement transversal sur toute une politique sportive, quoi. Donc ce qui rejoint ton souhait de départ, quelque part, quand tu fais tes orientations, là, quand tu te poses la première fois au niveau du master de politique sociale, là, de sciences politiques, pardon, et que tu lances ce master, ton mémoire sur le sport, sur la politique sportive, là, tu es en plein dedans, quoi. Je suis en plein dedans. Donc là, génial. Le stage se passe super bien. Le stage se passe tellement bien que le directeur des sports me garde dans l'univers de la ville de Caen en me proposant des missions à droite à gauche jusqu'à ce qu'il y ait un poste qui ouvre, un poste de chef de service. Et donc là, oui, de mémoire, tu as même été responsable de la patinoire extérieure de la ville de Caen. J'ai fait ça. J'étais à la direction de la jeunesse aussi, où j'étais en coordination des centres socio-éducatifs. Bon, j'ai fait des petites missions comme ça. Et jusqu'à ce qu'il y ait un poste qui ouvre, donc un responsable de service qui part. Et tu n'avais pas encore ton concours d'attaché quand ce poste s'est ouvert, non? Si, tu l'avais déjà. Je l'avais déjà. D'accord. Donc là, globalement, c'est pour ça qu'on m'a proposé des missions, parce que j'avais le concours d'attaché. Donc, voilà. Tous les voyants étaient ouverts, il fallait juste un poste. C'est parce que tu as eu le concours que... Donc, ça te fait ton deuxième concours que tu obtiens en l'espace de quelques années, en fait. Ouais. Ce qui est pas mal, quand même. Et donc là, le poste ouvre. Le hasard fait que c'est le poste de chef du service événementiel et promotion, mais globalement, ça aurait été un autre poste de chef de service. Je serais certainement devenu chef du service, je ne sais quoi. Mais donc, c'est ce poste-là qui ouvre. Je dis souvent ça parce que quand je rencontre les étudiants en management du sport, globalement, ils veulent tous travailler dans l'événementiel. Et ça me fait souvent rire parce que je dis toujours que dans ma promotion, on était 20 et je pense que sur les 20, il y en avait 15 ou 16 qui voulaient travailler dans l'événementiel sportif.
Moi, je faisais pas forcément partie des 15 ou 16 parce que j'avais l'expérience d'avoir eu une ancienne petite amie du coup avec qui j'étais parti en Nouvelle-Zélande qui travaillait dans l'événementiel sportif et tu voyais un petit peu comment ça se fonctionnait. C'était pas forcément... c'est très attrayant, mais c'est aussi un univers très particulier. Ouais. C'était pas forcément ce qui m'intéressait. Et puis, qui peut être aussi précaire quand on voit la situation actuelle. Ouais. Et en fait, ce qui est curieux, c'est que du coup, aujourd'hui, là, sur ma promotion, on doit être 3 à travailler dans l'événementiel sportif. Et parce qu'il faut savoir que Axel, vous vous réunissez régulièrement avec les gens de ta promotion, c'est ça? Moins qu'on le souhaiterait, mais on est toujours en lien étroit. Ouais. Ce qui permet d'avoir des nouvelles des uns et des autres et de savoir un petit peu ce que vous devenez, quoi. Ouais. Et puis c'est super intéressant du coup. Oui, bien sûr. Donc on crée du réseau comme ça. Exactement. Donc chef du service événementiel aux promotions à la direction des sports. Et puis depuis septembre 2020, j'ai une mission complémentaire de chef adjoint au projet Palais des Sports. Je vais terminer les présentations et après je vais revenir plus en détail sur mes postes. Mais le lien sportif, bon, on en a déjà un peu parlé. On peut parler, voilà, donc on peut passer un peu plus rapidement. Néanmoins, il y a des choses très importantes dans ton parcours sportif. Donc le parcours sportif, ce qui est intéressant en fait, c'est l'engagement bénévole progressif au sein du camp volleyball. Donc je l'ai dit, je suis arrivé un petit peu comme ça, je me suis pris de jeu sur la compète. J'ai commencé à me former en tant qu'entraîneur, j'ai entraîné des équipes jeunes de 2011 à 2012. Alors ça c'est quand même très important, j'insiste auprès des étudiants, puisqu'on est quand même dans la filière entraînement, dans la mention entraînement sportif. Tu as ce parcours universitaire brillant, tu as ce parcours administratif à travers les concours. Néanmoins, il y a de l'engagement dans ta vie personnelle, un engagement associatif. Et comme, entraîneur d'équipe. Qui a commencé rapidement comme entraîneur d'équipe. Alors c'était génial, j'ai adoré entraîner des équipes, mais je me suis vite rendu compte aussi que cet engagement bénévole, il serait plus percutant sur d'autres univers parce que mes compétences premières, moi j'ai pas fait de licence en entraîneur sportif, donc je me suis formé, j'ai un diplôme fédéral, mais voilà, c'était pas forcément ma fibre première. Alors que le côté administratif, en effet, le côté un peu plus politique, compréhension du système global, là ça répondait plus à mes compétences. Donc je suis rentré dans le conseil d'administration en 2012. Je suis devenu en 2013 vice-président de l'association en charge de l'administration jusqu'en 2016. Et puis, en rentrant de Nouvelle-Zélande, l'année où je reprends les études, là, je me dis, pareil, il faut envoyer le paquet pour renforcer et rendre vraiment cohérent et solide ma formation et mon parcours. Et donc là, je prends la présidence de l'association. Alors ça, c'est très important parce que ce que tu oublies quand même là, c'est qu'en même temps, tu joues avec tes copains. Ouais. T'es joueur aussi, t'es pratiquant. Oui, je suis joueur, bien sûr. C'est important, tu n'es pas que sur l'aspect encadrement. Tu es aussi un acteur important de l'équipe qui a ce projet de monter en National 3 à l'époque. Tout à fait. Oui, bien sûr, je suis joueur à côté. D'ailleurs, je crois que c'est cette année 2016-2017 où on monte en National 3, me semble-t-il. En 2017, je crois. Ouais. Ouais, puisque je suis arrivé en 2015. C'est ça. Donc, le président qui a eu du résultat, puisqu'il a son équipe qui est montée en National 3. Donc, il y a une association qui dépasse les 200 adhérents à l'époque, je crois aussi. Un petit peu moins, mais quand même, oui, c'est ça qui est. Donc, président de l'association, avec une association qui avait surtout un agent de développement à temps plein, quand même. Donc, avec un salarié. Bon, c'est déjà quand même une belle association. Ouais. Et là, aujourd'hui, c'était vraiment super parce que déjà, ça me permet d'avoir cette carte. D'avoir été président d'un club. Aujourd'hui, moi, je travaille que en partenariat avec des associations sportives. Et de fait, je comprends les préoccupations de chacun, sportive, donc, les attentes, etc. Mais tu ne peux pas continuer cette fonction de président. Ben non, puisque du coup, je suis pris à Caen. Voilà. Tu peux pas être partout et ta mission professionnelle t'empêche du coup ta mission associative. Oui, exactement. Je suis pris à Caen comme chef du service événementiel et promotion et du coup je peux pas être jugé parti. Voilà. Donc le poste qui émerge petit à petit puis qui arrive et puis qu'on te propose et que tu vas occuper donc à partir de 2017 si je ne m'amuse. 2017, c'est ça. Ouais, donc 3 ans. Ouais. Presque 4 ans. Maintenant. Ça fera 4 ans là en juin. Comme quoi ça passe vite quand même. Ouais. Alors explique-nous un peu ces fonctions. Là, on rentre dans la deuxième partie de la conférence. Tu obtiens le poste que tu cherches depuis des années, peut-être de manière un peu inconsciente, mais tu l'as, il est là. Et depuis, on va dire que ça se passe plutôt bien.
Ça se passe plutôt bien, en effet. Donc une direction des sports, alors pour la direction des sports de la ville de Caen et de Caen-la-Mer, donc on est sur une direction mutualisée. Donc juste en présentation très rapide, on a un service administration ressources, donc il y a un service commun, donc avec des agents en ville de Caen et Caen-la-Mer qui gèrent les deux entités. Donc là qui gèrent le suivi financier, le suivi juridique, le suivi RH notamment. On a un service équipement et sport de haut niveau avec 52 agents, donc là qui est un service ville de Caen qui gère globalement les équipements, donc 52 agents parce qu'on a beaucoup d'AIS, d'agents d'installation. Un service animation et vie des clubs, 14 agents, donc là essentiellement des éducateurs sportifs qui interviennent dans les écoles, mais qui interviennent aussi dans le cadre de 2 pôles. On a un pôle nautique à Caen avec une nouvelle base nautique, exact, oui. Et puis on a un pôle sport-santé, sport sur ordonnance. Alors, qui est en relation d'ailleurs, je crois qu'il y a un partenariat avec l'université, avec les STAPS. Probablement, oui. Me semble-t-il. On l'avait évoqué l'autre jour à travers une discussion informelle, je crois. Ah oui, oui, il y a du travail en tout cas qui est engagé toujours. Oui, même travail de recherche, je crois. Oui, de recherche, oui. STAPS, médecine mais plus avec la passe, ça. Ouais. Un service piscine qui là est un service Caen-la-Mer, donc Caen-la-Mer qui gère la piscine d'Hérouville, le stade nautique, la piscine de la Grâce de Dieu, la piscine du Chemin Vert et la patinoire. Donc oui, avec 70 agents qui sont globalement pareils, les agents d'installation, des équipements et des maîtres nageurs. Et puis enfin, le petit service de la direction des sports, qui est le service événementiel et promotion. 5 agents, donc un chef de service, du coup, qui est mon poste, un chargé de suivi de promotion et de communication, 2 chargés de suivi de manifestation et une assistante administrative. Donc, tu es au sein d'une petite équipe dont tu es le chef. Hein. Néanmoins, j'imagine qu'en termes de management, il y a des choses à faire là. Ah bah oui, il y a toujours des choses à faire, même 4 agents, il n'y a pas de souci, hein, ça prend du temps. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. On s'ennuie pas. Donc sur les missions concrètes de mon service, j'ai toujours tendance à les mettre en 3 grandes parties. Une première partie qui est l'accompagnement des initiatives associatives en termes d'organisation de manifestations. Donc j'ai pas mis à jour les chiffres, on est sur les chiffres de 2019, mais en même temps les chiffres de 2020 ne seraient pas forcément... en évolution. C'est ça, plutôt malheureusement. À la baisse. Mais donc à Caen, on a 215 associations sportives qui organisent à peu près 123 manifestations tous les ans. Donc les manifestations associatives, là, Effectivement, la période est particulièrement bizarre. On en parlera certainement tout à l'heure dans tes fonctions. Exactement, ouais. Donc 123 manifestations sportives, donc là ça va du tournoi de foot associatif de quartier à des championnats de France, de je ne sais quel sport, quoi. Donc là l'activité du service c'est un accompagnement, donc on accompagne l'organisateur de la manifestation qui est bien l'association sportive, on n'est pas organisateur, mais par contre on assure un accompagnement pour cette manifestation. Accompagnement de plusieurs ordres, techniques, administratifs, logistiques, financiers, juridiques, en fait en fonction des demandes. Hein. C'est-à-dire qu'on a des organisateurs qui sont très professionnalisés, qui savent pratiquement tout faire et qui n'ont pas trop besoin de la ville. Ouais. Inversement, on a des responsables associatifs qui sont bénévoles, dont ce n'est pas leur métier, qui ne connaissent pas forcément la réglementation, qui ne savent pas monter un dossier de sécurité, qui ont des difficultés avec un budget. Ta fonction montre que si vous êtes entraîneur dans une association, que vous êtes en relation avec votre président, généralement un entraîneur, Michael Richaume nous a bien montré cette fonction lorsqu'il a intégré le camp triathlon. Au tout début, il était un petit peu sur tous les pôles. Et donc ça montre bien que la relation à ta cellule est primordiale pour pouvoir organiser ne serait-ce qu'un duathlon pour le club de triathlon ou quoi que ce soit. Hein. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que le duathlon va être annulé au mois de mars, là, malheureusement. Mais parce que ça se passe sur la ville de Caen et il y a tout plein de normes sécuritaires qu'il faut remplir pour éviter les accidents. Tout à fait. Et en plus de cet accompagnement où on est là un peu dans du conseil, on a aussi en fait la particularité de notre service, c'est qu'elle propose un interlocuteur unique à l'organisateur pour toutes ces demandes. Par exemple le triathlon, Michael Richaume qui va organiser le triathlon, il va avoir des demandes en termes de sécurité, des demandes en termes de voirie, des demandes en termes d'électricité, des demandes en termes voilà. Alors, quand tu dis voirie, c'est le balisage du parcours cycliste par exemple, mais c'est aussi, nager dans l'Orne.
c'est aussi interdire l'accès au parking, voilà, donc c'est aussi la rédaction d'un arrêté municipal, voilà. Et plutôt que de perdre un temps monstrueux et d'aller d'interlocuteur à interlocuteur, voilà, et de se faire un peu envoyer dans tous les sens, là, quand il a un interlocuteur unique qui est un de mes agents, Stéphane pour ne pas le citer, et qui du coup centralise toutes les demandes, et c'est lui qui gère toutes les demandes de la ville de Caen. Donc vous voyez là, le poste d'Axel est primordial dans les fonctions que vous allez, peut-être que vous le vivez déjà, hein, sachant que j'imagine que toutes les villes ne sont pas organisées de la même manière, mais néanmoins, toutes les villes doivent relever de ces normes sécuritaires. Tout à fait. Tout à fait. Après, alors l'organisation d'un service événementiel, on en a de plus en plus sur les grandes collectivités. Mais en effet, en fait, les politiques sportives, bon, là, c'est peut-être un peu trop dans le détail, mais on est dans le cadre d'une clause générale de compétences et les collectivités pourraient, si elles le souhaitaient, un maire pourrait très bien ne pas avoir de politique sportive, en fait. Après, dans les faits, ça arrive jamais, mais ça veut dire que concrètement, sur la mise en place de sa politique sportive, un maire peut vouloir mettre le paquet sur l'événementiel et créer un service événementiel, mais il peut très bien ne pas y avoir de service événementiel, même dans une grande ville, quoi. Donc là, c'est pareil, une opportunité. La ville de Caen a choisi l'événementiel et d'asseoir sa notoriété et sa réputation sur... Je crois qu'il y avait une époque où la ville de Caen, je ne sais pas si c'est toujours le cas, était une des plus sportives de France. Toujours. Il y a ça, et puis offrir aussi un accompagnement de qualité aux associations. Bien sûr. La deuxième grande partie de l'activité du service, c'est la promotion du sport. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, on a un chargé de communication, chargé de promotion dans le service, et qui passe par là, par augmenter la visibilité de ce qui se passe à Caen en termes sportifs, mais aussi, plus loin que ça, promouvoir la pratique sportive auprès de tous les Caennais. Donc on a un double enjeu, on a faire savoir ce qu'on fait, mais aussi inciter à la pratique. D'accord. Ça, c'est important, hein, cette histoire d'incitation, quand même, hein, parce que c'est une ville dynamique en termes de sport, c'est une ville qui s'intéresse à la santé de ses concitoyens. Exactement. C'est pour ça que dans ce cadre-là, j'ai noté les opérations de communication événementielle, mais c'est quelque chose sur lequel on essaye de beaucoup travailler, c'est-à-dire dans le cadre de nos événements, faire des petits événements dans l'événement pour inciter à la promotion des activités physiques et sportives, quoi. D'accord. Je peux prendre un exemple, l'indoor de BMX par exemple, on a un village des sports urbains qui est à côté. Nous, ville de Caen, on a un grand stand où on a des éducateurs sportifs qui sont présents et qui proposent de l'initiation à la glisse pour les tout jeunes, pour qui il n'y a aucune offre dans le cadre du village des sports urbains. Mais nous, on a aussi monté une animation de réalité virtuelle, par exemple. Donc on a sur un vélo, on prend un casque de réalité virtuelle et on fait la vraie piste des professionnels, et on peut s'essayer à la vraie piste, quoi. Et là, l'objectif, c'est bien sûr de communiquer sur la ville de Caen, donc d'avoir des banderoles ville de Caen pour que ça fasse joli et qu'on voit que la ville de Caen est largement partenaire de l'événement. Mais plus loin que ça, c'est aussi essayer d'engager quelque chose pour avoir une incitation à la pratique sportive. Que les gens, une fois qu'ils ont retiré le casque, ils se disent « Bah ouais, en fait, le vélo, c'est génial, j'ai envie de faire du vélo, quoi. » Ah ouais, je comprends bien. Très, très bien. Alors, on a un petit retour en arrière. Une question de Jérémy Leroux, un des étudiants rapporteurs de ta conférence. N'avez-vous jamais pensé à passer le concours ETAPS, ou cela s'éloigne-t-il trop de l'aspect administratif pour vous? Alors déjà, ça aurait été impossible pour moi. Parce qu'il faut une licence STAPS. À la caméra. Donc déjà, ça aurait été impossible pour moi. Parce que là, pour le coup, le concours ETAPS, c'est vraiment un profil sportif qui s'adresse à des profils stapsiens. Donc moi, j'ai bien un Master 2 de STAPS en management du sport, mais j'ai pas un profil stapsien, en fait. Je suis un faux stapsien, entre guillemets. Ouais. J'ai pas de licence STAPS. Et du coup, dans les conditions d'accès au concours ETAPS, il doit falloir, il me semble, une licence STAPS. D'accord. Donc là, on est sur un concours d'éducateur sportif, donc ça paraît normal en même temps. D'accord. C'est un concours de catégorie A aussi Concours de catégorie B. B, hein, donc ça veut dire c'est une petite différence aussi. Donc, et puis après, oui, en effet, le concours d'étapes, alors on peut être sur des fonctions administratives, sur des petites collectivités. Par exemple, on connaît tous les deux le responsable des sports de Carpiquet qui est en ETAPS. Tout à fait. Mais sur des grosses collectivités comme à Caen, les profils ETAPS, c'est vraiment des profils de terrain. Ils sont en face à face, quoi. Ce sont les éducateurs sportifs qui interviennent dans les écoles pour mettre en place des activités sportives, qui mettent en place le sport sur ordonnance. Ou au stade nautique, qui sont les maîtres nageurs sauveteurs. Donc il y a beaucoup moins de préoccupations avec l'administration du sport qui était ta préoccupation première.
Bien sûr. Bah, en étape, il fait du sport, quoi. Voilà. Enfin, il fait faire du sport, quoi. Il est entraîneur sportif. Moi, je mets en place le cadre pour qu'il puisse y avoir du Bien sport sûr. dans les meilleures conditions, quoi. Donc, non. Alors, on a eu la question un peu en différé parce qu'en fait, on a un petit décalage entre le moment où les étudiants posent la question et notre discours en direct. C'est pour ça. Pas de problème. Désolé. Sur la promotion du sport, j'ai mis la valorisation des actions engagées. C'est aussi un grand axe du travail. Tu en as parlé tout à l'heure, Frédéric, mais les candidatures au label, par exemple, pour reconnaître Caen comme une des villes les plus sportives Bien de sûr. France, ça fait partie du job aussi. Ouais. L'organisation d'inauguration, c'est-à-dire quand on refait un équipement ou quand on fait un nouvel équipement, bah, comment faire de la promotion là-dessus. Donc la promotion, ça passe aussi par organiser un petit événement dans cet équipement ou organiser des temps forts pour des partenaires associatifs. Donc par exemple, on a refait le stade Elitas il y a 2 ans. On a fait une journée d'animation avec le CAC qui a fait des animations pour Donc le les CAC, jeunes. on en a entendu parler grâce à Romain Morin, qui est donc le club d'athlétisme. Oui, pardon, de le Caen. club d'athlétisme, ouais. Excuse-moi, je précise. Non, parce mais il que n'y a pas de souci. ça On permet de avait faire les liens. organisé une espèce de Zumba géante pour que les Canets viennent dans l'équipement, même ceux qui sont en dehors de l'athlétisme. Pour Donc ça, redécouvrir c'était l'équipement. avant le Covid. Avant le Covid, ouais. Et puis on avait invité Pascal Martineau-Lagarde pour le CAC, par exemple. Mais ça passe aussi par inviter des personnalités. Bien sûr. Voilà. Très bien. Et enfin, la dernière partie, le suivi des grands événements, finalement qui se rapproche un petit peu de l'accompagnement des initiatives associatives, parce que c'est de l'accompagnement aussi. Hein. En fait, je suis toujours pas organisateur. J'accompagne les problématiques inhérentes aux grands événements, qui sont globalement les mêmes problématiques que pour les petites manifestations, mais avec une ampleur x100. Voilà, Quoi. donc peut-être un cahier des charges qui se ressemble, mais avec une ampleur plus importante, comme tu dis, puisque le taux de fréquentation sera plus important. Une ampleur et puis aussi on va dire une pression politique, parce que sur ces événements-là, il faut que tout se passe bien. Ouais. C'est-à-dire que si sur un petit tournoi de foot de quartier, il y a un truc qui s'est pas très bien passé, c'est pas terrible, mais c'est moins grave. Sur un gros événement, ça va tout de suite être dans la presse et là, l'image de la ville, c'est pas la même, quoi. J'imagine que les matchs du Stade Malherbe de Caen, par exemple, ce sont des événements aussi que la ville doit gérer, non, en termes de sécurité? Alors là, pas du tout. Parce que le Stade Malherbe de Caen, aujourd'hui, depuis 2018, a une convention d'occupation de son équipement. Et donc, auparavant, oui, puisque du coup, c'était bien des agents de la ville qui étaient dans l'équipement. Je me souviens que tu avais dû intervenir une fois sur un événement au Stade Malherbe de Caen. Alors, c'était peut-être quelque chose de ponctuel. Hein, Les seules fois où j'interviens, où je travaille avec le Stade Malherbe de Caen, c'est quand ils organisent des choses sur l'esplanade, du coup. Puisque là, ils sont plus chez eux, ils sont sur la ville de Caen. Okay. Mais tout ce qu'ils font dans le stade, aujourd'hui, du coup, comme ils ont une convention d'occupation, ils sont chez eux. Ouais. D'accord. Donc, ce serait comme un partenaire, comme, je sais pas, un exploitant d'une salle d'escalade privée qui voudrait faire un événement, bah, du coup, ça ne me regarde pas, en fait, chez lui. On ne va pas trop aborder le problème, mais par contre, en comparaison avec le Stade Malherbe de Caen, qui a sa propre structure sécuritaire, on va dire, le Palais des Sports, où le handball et le basket, et puis le tennis de table, je crois, jouent, là, c'est une structure municipale, donc là, tu dois intervenir. Là, on intervient plus, oui, puisque là, on est chez nous. Alors pour le handball, le basket, c'est assez simple parce que finalement tous les week-ends c'est le même dispositif qui est mis en place. Par contre, le tennis de table qui a joué un match il n'y a pas longtemps au Palais des Sports, enfin il n'y a pas longtemps, ça passe vite, mais qui a joué un match au Palais des Sports, mais qui d'habitude joue à Ruffat. Là pour le coup, oui, on a un accompagnement qui se met en place. Ouais. Et donc Ruffat, c'est le gymnase qui est en dessous des tribunes du stade Elitas, si je ne m'abuse. Tout à fait. Et donc, suivi des grands événements à Caen. Donc là, j'en ai retracé quelques-uns, mais on a l'Indoor de BMX en février tous les ans. On a la Normandie Channel Race, qui est une course de voile. On a les Courants de la Liberté, qui est le plus gros événement de la ville de Caen, même hors sportif. On a la Color Caen qu'on n'a plus, mais que j'avais laissé. On a le National de pétanque, qui est organisé au Parc des Expositions. On a l'Open de tennis au Zénith, pardon. Et puis, on a aussi des grands championnats de France. On a organisé des championnats de France de gymnastique élite, notamment au Parc des Expositions. Les championnats de France jeunes de natation. Et là, cette année, on devait l'organiser l'année dernière, mais malheureusement, avec la Covid, ça n'a pas pu. Les championnats de France espoir d'athlétisme pour pouvoir accueillir les élites l'année prochaine. Ouais, super. Ouais, donc là, un très beau dossier. Ouais. Très beau dossier. Et là, je vois problématique inhérente. Alors,
des préoccupations sécuritaires quand tout va bien. Et puis, on en parlait un peu avant la conférence. Tes missions évoluent avec cette crise sanitaire. Évoluent, mais qui reviennent un peu aux mêmes problématiques, quelque part. Les problématiques peuvent évoluer avec le temps. C'est-à-dire que c'est vrai que ça doit faire 3 fois que j'interviens sur cette conférence et c'est vrai que c'est souvent très axé sur la sûreté. Voilà, et là, cette année, sûreté. Et cette année, on va être plus sur le sanitaire. Aujourd'hui, la sûreté ouais, un peu en retrait par rapport au sanitaire, en effet. En effet, ouais. J'en parle juste ici en dernière partie, mais on peut en parler tout de suite. Particularité de l'activité, c'est en effet l'actualité de l'événementiel public. Oui, vas-y. L'actualité de l'événementiel public aujourd'hui, c'est période de restriction budgétaire, c'est-à-dire que il faut quand même faire autant avec moins d'argent, donc c'est quand même un enjeu important. Et les enjeux sécuritaires et sanitaires, on en parlait juste avant la conférence, mais qui ne vont pas forcément ensemble en plus. Bien sûr. C'est-à-dire que les enjeux entre sûreté et sécurité n'allaient déjà pas forcément ensemble, mais quand on rajoute un peu de sanitaire là-dedans, il faut réussir à travailler des dispositifs qui permettent de lier une sécurité sanitaire, mais aussi une sûreté, voilà. Tout à fait. Donc là, c'est encore des choses qu'il faut réfléchir. Exactement, mais c'est intéressant du coup. En fait, on s'ennuie C'est jamais. pour ça que tu n'as pas envie de démissionner, pour faire autre chose. C'est vrai qu'on s'ennuie jamais, parce que même quand on a créé un événement de toutes pièces, d'une année sur l'autre, il y a toujours des choses à repenser parce qu'on est en période de restriction budgétaire, donc peut-être qu'il faut retravailler une partie du dispositif pour dépenser un peu moins. Et peut-être qu'il faut même repenser complètement un dispositif parce qu'aujourd'hui, il y a des règles sanitaires qui n'existaient pas avant, quoi. Alors, question de Jérémy toujours, en relation avec les STAPS. Êtes-vous en relation avec le bureau des étudiants STAPS pour certains événements sportifs qu'ils organisent? Ça te parle? Alors en fait très peu. Je les ai rencontrés cette année pour un événement qui n'aura malheureusement pas lieu du fait du contexte sanitaire, mais ils devaient organiser avec l'association 2APES, si je ne me trompe pas, et le bureau STAPS, la journée nationale du sport et du handicap sur la place de la République. Ah oui, et ça, malheureusement. Ouais, c'était une journée nationale, donc c'était une date nationale et du coup qui est bientôt normalement, je crois, fin mars de mémoire. Et donc là, cette année, oui, ce sera pas possible. Le mois de mars, c'est chaud là. Mais curieusement, non. On travaille. Alors on a quand même pas mal de manifestations étudiantes. On en a une dizaine, je pense, sur les 120 que je disais tout à l'heure. Mais c'est beaucoup des associations étudiantes d'écoles. Ah ouais. Étrangement. D'accord. Assez peu des bureaux étudiants. Beaucoup moins de bureaux d'étudiants, notamment liés au STAPS. Donc peut-être qu'il y a appel au BDE pour se mettre plus en relation avec Axel. Il est là, hein, vous voyez, il est très... il pourra éventuellement, tu pourras leur donner ton adresse mail éventuellement à la fin de la conférence pour que ces étudiants puissent prendre contact avec toi dans le cadre d'organisation de manifestations sportives. Pas de problème, en espérant qu'on puisse réorganiser des belles manifestations sportives rapidement. Alors oui, alors justement, donc des restrictions budgétaires, donc ça c'était avant la Covid, déjà. Oui. Ça l'est encore plus aujourd'hui, j'imagine. Pas forcément plus, parce que vu qu'il se passe moins d'événements... Ah oui, il y a des économies de fait. Mais globalement, on est quand même sur une période où il faut faire attention. Ouais. Donc oui, c'est quand même un enjeu important. Et puis ensuite, les enjeux sécuritaires, sanitaires, sûreté. Est-ce que tu peux, alors à moins que tu l'aies déjà prévu dans la suite de ton discours, de ta présentation, mais on parlait des certaines contradictions entre enjeux sécuritaires et enjeux sanitaires quand tu organises un événement. L'exemple des portes couvre-feu, par exemple. Je crois que c'est important que les étudiants soient au courant de comment ça fonctionne, quoi. Par exemple, c'est ce que je disais souvent, c'est l'exemple le plus parlant que je prends toujours, mais entre sûreté et sécurité, on a toujours l'exemple des blocs béton où, en termes de sûreté, si on veut limiter le risque terroriste, le plus simple, c'est de mettre des blocs béton partout. Sauf qu'en termes de sécurité, on fonce vers la catastrophe parce que si on met des blocs béton partout et qu'il y a un incendie au milieu du dispositif, les pompiers peuvent plus passer, quoi. Voilà. Donc l'enjeu, c'est d'essayer de lier les deux.
qui vont pas forcément Quel est ensemble. le plus important? Et puis l'exemple que je prenais, que je vais reprendre tout à l'heure, mais l'exemple avec le sanitaire, en termes de sécurité, on a des portes coupe-feu par exemple qui sont censées pouvoir se fermer à tout moment en cas d'incendie, et pour limiter le risque de sécurité, enfin ou en tout cas pour garantir la sécurité, qui n'est pas forcément en lien avec le risque sanitaire, où là on nous impose d'ouvrir le plus possible et de rien fermer, quoi. Donc, à un moment donné, il y a des justes milieux à trouver. Alors, comment tu procèdes pour faire pour faire en sorte que la balance soit équilibrée? Il faut réussir à réfléchir autrement. Donc, j'ai pas forcément de. Alors, ça, c'est quand même, c'est important ce que tu dis. Il faut réfléchir autrement. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir une capacité d'innovation, quand même. Il faut avoir une capacité d'innovation et surtout une capacité de s'élever un petit peu, quoi, de sortir de son événement. C'est exactement les mêmes problématiques lorsqu'on est coach sportif, entraîneur d'une équipe. À un moment donné, on est en situation de blocage et il faut prendre des décisions. Et c'est souvent la voie de l'innovation qui va nous permettre de trouver la solution. Aurais-tu un exemple d'innovation ou comment dire, d'imagination pour pouvoir résoudre cette contradiction sécurité et sanitaire, quoi? Là, comme ça, à chaud, je ne sais pas, mais par exemple, ce qu'on a préparé au Palais des Sports quand les clubs ont repris, l'idée, c'était de dire, par exemple, les buvettes, il fallait à un moment donné que tout le monde ait sa place assise et que personne ne se lève. Sauf que ça posait quand même des problématiques particulières pour les clubs qui n'avaient plus de buvette. À un moment donné, c'était de dire, est-ce qu'on ne peut pas proposer de la buvette à l'américaine dans les paniers avec les gens qui vont directement voir les personnes, quoi. Et si c'est un exemple parlant, si, justement. Ouais. Donc c'est réfléchir un peu autrement, quoi. C'est pas forcément faire une révolution. Donc là, on réfléchit à l'anglo-saxonne, les Américains qui, eux, ne déplacent pas les foules, mais viennent à la foule, en fait. C'est ça. Avec des choses qui vont certainement rester. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Ça me fait penser au panier dans les anciens cinémas où tu avais l'ouvreuse qui venait pour te vendre les chocolats, le petit Coca-Cola, sans faire de pub, ou quoi que ce soit. Sur les particularités de l'activité, ouais. Un service support et non organisateur, ça, je l'ai répété, donc je pense qu'on n'a pas besoin de revenir dessus. Une activité transversale nécessitant des compétences variées, donc là c'est ce que je disais tout à l'heure, vu qu'on accompagne sur plusieurs thématiques, c'est vrai que il faut avoir des compétences budgétaires, juridiques, une très bonne connaissance du milieu sportif quand même, c'est pas non plus un poste administratif, quoi. Bien sûr. Il faut comprendre les interlocuteurs et leurs enjeux. Une forte saisonnalité de l'activité. Globalement, moi, j'ai une période de l'année où je suis vraiment... alors, cette année, c'est une année très particulière, puisqu'en termes d'événements, il ne se passe pas grand-chose. Mais sur une année normale, j'ai une activité très forte sur la période avril, mai, juin, où on a des événements dans tous les sens, et des mois où il se passe quasiment rien, par exemple novembre. Alors là, c'est peut-être plus se reporter vers septembre, octobre. Là, j'ai vu par exemple que la Roche-en-Belle était décalée à l'automne. Enfin, octobre, ouais, pour la remettre dans Octobre Rose, ouais. Ouais. On verra. Oui, très peu de lisibilité actuellement. Pas énormément de lisibilité toujours, ouais. Après, l'année dernière, on a eu quelques événements qui se sont reportés en septembre-octobre et qui ont réussi à avoir lieu dans un créneau très restreint, quoi. Le duathlon et le triathlon, par exemple. On a eu un gala de boxe au Palais des Sports avec Maxime Bossir qui a réussi à se dérouler. On a eu la Channel Race. Mais bon. Néanmoins, c'est très limité en termes de capacité de public et puis de pouvoir s'engager dans les projets actuellement, quoi. Et puis il y aura aussi des enjeux d'arbitrage, quoi. Parce qu'à un moment donné, toutes les manifestations qui sont censées se dérouler sur mars, avril, mai, juin, elles vont pas pouvoir se dérouler que sur septembre. Parce que on pourra pas. Il n'y aura pas de date. On pourra pas. Il n'y aura pas assez d'installations sportives et il n'y aura pas assez de dates. Et puis ça risque en plus de faire une concentration énorme de public qui ne serait pas compatible avec les préoccupations sanitaires. Tout à fait. L'importance du politique, hein, c'est ça, ouais. L'importance du politique, oui, faut quand même le dire. Donc, sur l'événementiel, je l'ai un peu abordé tout à l'heure, mais l'événementiel, c'est un moment où... alors souvent, ça ne plaît pas trop aux étudiants quand je dis ça, mais l'événementiel, c'est un peu du vent. Parce que c'est-à-dire qu'il se passe un événement et le lendemain... Alors on essaye de créer un héritage, que ça ne soit pas du vent, mais c'est quand même très difficile. Mais pour autant, même si c'est du vent qui a de l'importance. Qui a de l'importance, ouais. Et qui brasse. Qui a de l'importance médiatique, qui brasse des personnes, qui est un lieu de rencontre.
Et du coup, oui, il y a une pression, un stress qui est lié, qui est notamment lié à la politisation de l'événementiel, quoi. Sans que ça soit archi-politisé, hein, c'est-à-dire que j'exagère pas non plus les choses, mais pour autant, c'est un service qui doit bien fonctionner. Et s'il ne fonctionne pas, il ne peut pas se cacher. Bien sûr, bien sûr. Donc là, tu as une vision sur la place publique et il faut faire très attention à cela. C'est ça, exactement. Sinon, on te demande des comptes, mon cher Axel, ce qui est normal. Alors, je l'ai dit, du coup, depuis septembre dernier, j'ai une mission complémentaire. Alors, elle est tombée à pic, vu que l'activité événementielle était un peu plus réduite. Donc, c'est pas lié forcément au Covid, hein, mais c'est bien tombé. C'est bien tombé, un concours de circonstances. Exactement, ouais. Une coordonnance des calendriers, on va dire. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'un nouveau palais des sports est en projet à Caen. Donc, il sera de l'autre côté du Zénith. Il y a eu une communication assez importante de la ville de Caen là-dessus. Donc on a bien avancé sur ce projet, puisque là on est en phase, on a déposé le permis de construire qui est en cours d'instruction. Et donc dans le cadre de ce projet, donc je vous ai mis une petite photo là, on est sur un projet ambitieux en termes de rayonnement sportif, mais également d'attractivité économique et touristique. L'idée c'est de dire bon bah l'ancien équipement est vieillissant, il ne peut pas permettre le développement des clubs à un niveau qu'on souhaiterait. Parce que ça manque d'espace hospitalité, parce que voilà, donc on est trop limité en termes de partenariat. L'idée de la ville, c'est d'offrir un outil à ces clubs-là pour appuyer leur développement, quoi. Très bien. Donc nouveau palais des sports de 4200 places. Aujourd'hui, on est sur un palais des sports à 2800 places, divisé en 2 couronnes. On multiplie pratiquement par 2 la capacité d'accueil. Ouais, et surtout 1000 m² d'espace réceptif. Alors je ne sais pas si parmi les étudiants, certains ont déjà eu la chance d'être en espace VIP au handball ou au basket, mais si tel est le cas, vous vous êtes rendu compte que vous êtes sous une tente en fait. Le palais des sports aujourd'hui, il est construit à l'intérieur du hall 2 du parc des expositions. Et les espaces hospitalités sont un peu bidouillés. Alors c'est pas trop mal fait, mais ils sont un peu bidouillés, c'est-à-dire qu'on est sous une tente à l'intérieur du hall 1. Et juste à côté, oui. Juste à côté, oui. Alors que là, demain, on passera sur 1000 m² d'espace réceptif. En dur. En dur, avec différents salons, donc des grands salons un peu comme le Stade Malherbe, des loges, donc des loges privatives, un salon ultra VIP en bordure de terrain, donc sur vraiment un très bel équipement, quoi. Et c'est un projet pour quelle année, ça ? C'est un projet qu'on aimerait bien voir sortir, mais ça va dépendre de l'instruction du dossier, qu'on aimerait bien voir sortir en septembre 2023. D'accord, donc dans 2 ans. Ouais. Donc ça peut aller très très vite. Bah, la difficulté pour nous, c'est en fait septembre 2023, les délais sont restreints, mais on pourrait penser que janvier 2024, on est large, mais on aimerait bien que les équipes commencent la saison parce que vu qu'on a tous les espaces réceptifs, pour eux en termes de partenaires, de recherche de partenaires et de commercialisation des espaces. Surtout que j'imagine si on arrive à sortir de ce qu'il faut espérer de cette crise sanitaire, les clubs on va avoir besoin de convaincre les partenaires pour pouvoir évoluer dans leur niveau respectif. Donc là, ça concerne surtout 3 activités, 4, 5 on ne sait pas. Bah, ça va dépendre. On ne sait pas, mais ça fait partie des choses qu'on travaille aujourd'hui. Après, on a 3 ans pour monter une équipe de volley-ball. Potentiellement. Potentiellement. Et donc sur un projet à 39,5 millions d'euros. Donc c'est un gros projet. Là, sur le mandat, c'est un projet archi structurant. Alors c'est un projet de Caen-la-Mer, pas de la ville de Caen. D'accord. Et toi, ton rôle dans tout ça alors ? Eh ben mon rôle dans tout ça, globalement, on est sur une démarche projet. Donc je ne sais pas si les étudiants maîtrisent la démarche projet. Alors, on a fait un court. Alors, on a le projet sportif, si tu veux, le projet d'entraînement lié à la planification de l'entraînement. Mais je pense que dans la notion de projet, on a des similitudes, être capable de se donner des objectifs, de se donner des moyens de réaliser ces objectifs, des étapes de réalisation à travers des micros. Alors nous, on en parle de microcycles, de mésocycles ou de macrocycles. Je ne sais pas si ça te parle, mais j'imagine qu'à travers ce que tu expliques là, enfin les différentes directions, on peut avoir cette idée-là. Ce que je veux montrer, moi, ce qui va être intéressant à travers ce que tu vas dire, c'est que entre le projet sportif et le projet, on va dire, plus administratif, il y a forcément des similitudes. C'est d'ailleurs aussi pour ça que souvent des chefs d'entreprise recherchent des anciens entraîneurs ou des anciens sportifs de haut niveau qui ont ces habitudes de se lancer dans le projet. Tout à fait.
Donc là, la démarche projet, en fait, on a bien avancé sur tout ce qui est bâtimentaire, c'est-à-dire que la phase bâtimentaire, alors elle est pas terminée, mais globalement, on a déposé le permis de construire, le Palais des Sports, on sait comment il va être, on connaît la couleur des murs, on connaît la couleur des sols. Il va se situer toujours au même endroit à peu près Je pose peut-être une question indiscrète, je sais pas. Non, il va être construit en face le Zénith, sur la route de Louvigny. Quand on prend la route de Louvigny, on a à gauche le Zénith, juste en face à droite. D'accord. Oui, puisque donc à peu près dans le même quartier qu'actuellement, quoi. Exactement, parce que je ne l'ai pas dit, mais l'ancien Palais des Sports sera conservé, puisque pour limiter les coûts, on va se servir de l'ancien Palais des Sports comme d'une salle annexe, ce qui permettait d'une part de limiter l'emprise en termes de stationnement, puisqu'en fait les stationnements sont mutualisés, et d'économiser une deuxième salle. Donc là, on va vraiment, on s'organise, on va vers une structure de haut niveau, en fait. Ah là, on est sur une salle de très haut niveau, qui va être magnifique. À projection de 2024, c'est intéressant, ça. Tout à fait. Donc la phase bâtimentaire, elle a bien avancé et depuis l'été dernier, en fait, on se retrouve sur une phase où on a des enjeux nouveaux. C'est-à-dire que maintenant le Palais des Sports, on sait à quoi il va ressembler, on sait où est-ce qu'il se trouvera, voilà. Mais maintenant, les enjeux, c'est comment on le fait fonctionner. Donc l'exploitation demain. Qui est-ce qu'on met dedans? Est-ce que c'est un équipement de Camp-la-Mer? Donc est-ce qu'on prend une compétence du sport de haut niveau à Camp-la-Mer, par exemple? L'ancien Palais des Sports, lui, a un équipement ville de Caen. Donc comment on fonctionne avec deux entités différentes, mais deux équipements qui doivent fonctionner en même temps? Comment on prépare l'exploitation budgétaire demain? Comment on sécurise aujourd'hui le financement de l'équipement? Comment on le sécurise aussi en termes juridiques? Donc là, c'est bien plein de problématiques autour en fait de la phase bâtimentaire. Alors, ce qui est important dans c'est un très bon exemple, ta nouvelle mission, enfin, je ne sais pas si c'est une nouvelle mission, enfin, c'est une mission de plus, on va dire. Ce qui est drôlement important, c'est de voir comment ton expérience de sportif, on en a déjà évoqué ces choses-là, notamment à travers les différentes tâches que tu as pu occupé en tant que sportif, en tant qu'administrateur d'une association, quoi que ce soit, puisse t'aider dans ces réalisations de projets. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. Après, là, on est sur ces réalisations de projets. Là, les 4 groupes, on est sur des parce que je me suis peut-être mal. On a les 4 groupes, donc on a des groupes de travail qui se sont mis en place, donc dans la démarche de projet. Avec un référent par groupe de travail et ensuite des comités techniques par groupe de travail et des comités de pilotage qui arbitrent les différents enjeux. Et toi, tu es le chef de projet de tout ça? Alors, le chef de projet, ça a été mon directeur, mais du coup, je suis chef de projet adjoint. Ouais. D'accord. En fait, je suis au milieu de tous ces groupes de travail. Pourquoi je dis ça? Parce que ça me fait penser à une organisation, à travers un organigramme que tu avais proposé au camp volleyball quand tu étais président, qui s'organisait autour de groupes de travail comme ça. Enfin, on appelait ça des commissions. Mais c'est un peu l'idée aussi. Exactement, ouais. On était sur une démarche projet, tout à fait, ouais. Tu vois, c'est un peu mon boulot, j'essaye de faire le lien. Mais tout à fait, donc on est sur une démarche projet avec des commissions dans le cadre d'une association sportive, par exemple, qui doivent fonctionner, faire fonctionner et proposer. Et après, alors si on se met à l'échelle d'une association, une réunion de bureau ou de conseil d'administration qui valide les quelques arbitrages qu'il doit y avoir, et avec ponctuellement des réunions entre commissions ou entre groupes de travail. Parce que forcément, il y a des questions qui sont liées. La sécurisation financière du projet, elle est très liée à l'exploitation de demain. Concrètement, ce que tu disais tout à l'heure, est-ce qu'il y aura 1, 2, 3 clubs dans l'équipement? Tout à fait. En termes financiers, ça n'a pas du tout les mêmes impacts, les mêmes enjeux. Incidence, bien sûr. Tout à fait. Alors, on a, par rapport à ce projet Palais des Sports, je ne sais pas si tu pourras répondre à cette question, mais Marguerite, qui doit être une grimpeuse avérée, pose une question par rapport à l'escalade. Avez-vous pensé à la mise en place d'un mur d'escalade homologué compétition internationale ou France, étant donné qu'il n'y en a pas dans les environs? Je ne sais pas si c'est une question qui relève du Palais des Sports, ou je crois qu'il y a une autre structure qui est en train de se construire aussi à Caen, et dans laquelle il va y avoir de l'escalade, non? Non. Alors sur le Palais des Sports, il n'en a jamais été question. Par contre, il a été abordé à une époque sur la salle Saint-Jean-Eudes. Mais sur la structure qui se crée à côté du canal, là, il n'y avait pas une histoire de... Ah bah il y a une salle privée qui est ouverte, mais c'est une salle privée. Il y a une structure... Au Rive de l'Orne. Ah, au Rive de l'Orne, oui, une structure privée, mais
Il y a un gymnase qui va être... c'est ça, Camp Saint-Jean-Eudes. Ah, c'est ça, Camp Saint-Jean-Eudes, autant pour moi. Oui, là, il y a eu... Alors, il n'y aura pas. Ah, il n'y aura pas, mais il y a eu, au tout début, à la genèse du projet, en effet, cette interrogation de savoir est-ce qu'on ne ferait pas un mur d'escalade dans cette salle. Bon, alors il faut que les clubs d'escalade de Caen montent en niveau pour que, éventuellement, il y ait une telle préoccupation. Mais aujourd'hui, non, on n'a pas du coup de mur d'escalade. C'est pareil, c'est des décisions politiques, j'imagine, en conséquence. Oui, c'est des décisions politiques et des arbitrages budgétaires. Hein. Bien sûr, il faut faire des choix. C'est ça, exactement. C'est comme à l'époque où les gymnases de l'UFR STAPS ont été créés, il s'est posé la question de savoir si on construisait un mur d'escalade, parce qu'il y a toute la possibilité de le faire. Alors donc l'idée c'était dit, bon ben voilà, on met la structure en place pour qu'il y ait un mur d'escalade, mais budgétairement ça n'a pas suivi, et le mur d'escalade n'a jamais vu le jour. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc des groupes de travail, toi tu es le chef de projet adjoint, tu coordonnes. Alors moi j'apprends beaucoup, surtout. Ah, en plus moi, tu apprends encore, c'est parfait ça, comme quoi on apprend toujours. Non, parce que là concrètement, donc, on est sur des groupes de travail quand même sur un projet comme ça de très haut niveau. Hein. Donc c'est-à-dire que chaque groupe de travail, en fait dans chaque groupe de travail, on n'a que des directeurs de la ville de Caen. Bien sûr. Je travaille du coup beaucoup avec mon directeur et ma DGA, donc ma directrice générale adjointe. Qui est là très très haut niveau. Et concrètement, alors j'apporte, hein, je travaille quand même beaucoup sur le projet Palais des Sports, mais c'est surtout un apprentissage énorme pour moi. Ouais. Parce que là, alors ça c'est intéressant ce que tu dis aussi, c'est que malgré une certaine expérience maintenant dans ce domaine, à travers ton poste de chef de l'événementiel et sécurité, tu continues à apprendre pour te former, j'imagine, et puis bien sûr pour pouvoir éventuellement plus tard, sur de tels projets, devenir carrément le chef de projet, quoi. En tout cas, ça, c'est l'avenir qui nous le dira. C'est l'avenir qui nous le dira, mais en tout cas, oui, moi je conçois ma carrière professionnelle comme une progression perpétuelle. Donc oui, je serais content d'apprendre sur des projets archi structurants comme celui-ci. Ouais. Donc pour moi, c'est vraiment très enrichissant. Ouais. Très très bien ça. Parfait. Ça me fait penser à une phrase d'Emmanuel Kant qui disait que l'homme naît deux fois, le jour de sa naissance et tout au long de son apprentissage. Donc l'apprentissage qui dure toute la vie. Je vois que tu n'as rien perdu sur les citations. Ah bah écoute, c'est vrai que c'était une marque de fabrique à l'époque où je vous entraînais. Ouais. Donc sur le Palais des Sports, voilà, je ne sais pas, sauf s'il y avait d'autres questions. Mais non, ben là, a priori, non, il n'y en a pas d'autres. Les étudiants ne réagissent pas plus que cela pour l'instant. Donc, troisième volet de ton intervention. Donc les panoramas de la fonction publique du sport et de l'événementiel sportif, là c'est plutôt pour donner des billes aux étudiants, c'est un peu moins lié directement à mon parcours, mais peut-être que ça peut être intéressant. Donc j'ai double panorama, un premier sur la fonction publique du sport, même si on a un peu abordé la question, mais pour essayer que tout le monde puisse s'y retrouver un petit peu, et puis le panorama événementiel sportif. Sur l'administration du sport ou la fonction publique du sport, juste pour recadrer un petit peu les choses, je vous ai représenté, alors je ne sais pas si vous avez eu, je sais que l'année dernière il y avait un conseiller technique qui était intervenu, je ne sais pas si cette année... Alors il y a Arnaud Bessa qui va venir la semaine prochaine, mais plus orienté sur ses missions en lien de la Fédération française de volley. On a eu un autre conseiller technique d'ETN qui lui était Franck Doudet, mais en relation avec la Fédération de football, donc qui sont moins un peu sur les préoccupations que tu nous exposes. D'accord. Ouais, donc juste pour recadrer, globalement on a trois fonctions publiques, la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, mais qui nous intéresse moins ici dans le cadre de l'univers sportif. Et dans la fonction publique d'État comme dans la fonction publique territoriale, on a des postes dans l'univers sportif. Et c'était juste pour recadrer un peu ça. C'est drôlement bien parce que les étudiants peuvent être concernés par ces fonctions. Exactement. La grande différence entre fonction publique d'État et fonction publique territoriale, alors l'accès, on est fonctionnaire, donc c'est un concours. Hein. Pour être fonctionnaire, il y a un concours à obtenir. Fonction publique d'État, c'est ce que je disais quand j'ai eu mon concours en préfecture. On est sur un concours national où, selon son classement, on a un poste en fonction de la position dans laquelle on arrive. Ce qui est très différent de la fonction publique territoriale, où là, le fait d'obtenir le concours nous donne le droit d'être inscrit sur une liste d'aptitudes et de postuler à certains postes. Voilà, alors c'est une démarche complètement différente, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu as le concours que tu as du travail. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses
que tu ailles chercher du travail en postulant sur différents postes. Hein. Il y a un site exprès pour ça d'ailleurs. Hein, exactement. Donc fonction publique d'État, c'est-à-dire que si on a le concours, on a la chance d'être certain d'avoir un poste, voilà. Mais par contre on ne le choisira pas. C'est comme le concours de prof de PS, tu obtiens le concours et en conséquence tu as un poste. Exactement. En revanche, tu deviens au TAPS, hein, par exemple, eh bien il faut que tu ailles chercher un poste ou alors tu es déjà en poste et on va te recruter en conséquence. Ouais. Mais par Ce contre, qui s'est un peu passé pour toi d'ailleurs. Exactement. Mais par contre, l'intérêt, c'est alors la difficulté, c'est qu'on peut ne jamais trouver de poste et perdre le concours. Ben voilà. Et il y a 3 ans, hein, je crois. Hein. 3 ans. On garde le bénéfice du concours pendant 3 ans. Mais l'intérêt, c'est qu'on peut postuler que sur des postes qui nous intéressent aussi. Tout à fait. Donc pour recadrer fonction publique d'État, en effet, la fonction publique d'État, les gens qui travaillent dans l'univers sportif, pour la plupart, alors c'est pas forcément exhaustif, et puis ça doit être les chiffres d'il y a 3 ans, mais c'est plutôt pour donner oui, un ordre d'idée. Ça donne une idée générale de la chose. Ce sont surtout des professeurs d'EPS, donc 32 000 agents certifiés agrégés. On a ensuite les professeurs de sport qui, eux, ne font pas de sport, du coup, qui sont bien des cadres administratifs d'État. Cadres administratifs d'État, il y a 1600 CTS et 1200 CAS. Donc la différence, c'est que les CTS, ils sont mis à disposition des fédérations, des ligues, des comités. Ce qui était le cas de Franck Doudet qu'on a vu avant les vacances et qui est le cas également d'Arnaud Bessa qui viendra la semaine prochaine. C'est ça. Et ensuite, on a des CAS, donc des conseillers d'animation sportive, qui eux travaillent soit en ministère, soit dans les organes déconcentrés des ministères, donc ce qu'on disait tout à l'heure, les DDJ, SCS, enfin maintenant ils sont rattachés au rectorat depuis 1 an et demi. Tout à fait. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que professeur de sport, du coup, c'est assez intéressant parce que pour vous, Stapien, c'est des concours administratifs de catégorie A, mais qui sont ouverts uniquement à des profils STAPS. Donc là, on est vraiment sur des profils sportifs. Là. On est sur des fonctions qui peuvent être administratives. Alors les CTS, non, bien que il y a aussi une part administrative. Mais on est vraiment sur des profils STAPS. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le professorat de sport, dans le cadre des CTS, il faut quand même avoir la bivalence avec un brevet, enfin ce qu'on appelle un DGEPS maintenant, un DESGEPS, un diplôme supérieur de la jeunesse et des sports, plus le concours professorat de sport. Alors il y a des cas exceptionnels. Hein. Franck Doudet nous expliquait la dernière fois qu'il a d'abord été recruté comme prof de sport, mais qu'il a dû passer, à l'époque c'était un brevet d'État 2e degré, football pour pouvoir devenir CTS de Normandie. D'accord. Mais là, c'était un cas exceptionnel, on va dire. En général, il vaut mieux avoir la formation sportive. C'est pour ça que, vous voyez, Axel, même s'il est dans le domaine administratif du sport, a passé ses diplômes d'entraîneur quand il était en association. Donc, il est important de vous former du point de vue des fédérations pour que ce soit complémentaire à votre formation STAPS. C'est indispensable. Tout à fait. Donc professeur de sport, juste en dessous inspecteur jeunesse et sport, donc là on est sur du A+, donc du cadre supérieur, et là on est plutôt sur des concours profil juridique là. Donc la grosse différence avec professeur de sport et inspecteur jeunesse et sport en général sont les responsables de service ou juste au-dessus. Fonction publique territoriale, donc là qui est mon univers, donc dans la fonction publique territoriale on a plusieurs filières et il y a notamment une filière sportive qui est malheureusement un peu en voie de disparition. Et qui comprend 3 cadres d'emploi, catégorie A, catégorie B, catégorie C. Donc en catégorie C, donc les emplois d'exécution, on a environ 1500 OTAPS, qui sont les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, qui là sont vraiment une filière un peu en voie de disparition. Ah oui. C'était souvent les gardiens de gymnase, les agents d'installation, sauf qu'aujourd'hui on préfère plutôt prendre des agents de filière technique en fait. D'accord, oui, parce qu'il y a des interventions beaucoup plus techniques dans les gymnases. C'est ça. Bien sûr. Les ETAPS, 18 000 agents, donc c'est le gros groupe des, on en a parlé tout à l'heure, tout à fait. Des agents sportifs de la fonction publique territoriale, mais sur les 18 000 agents, là il faut comprendre qu'on a à peu près 75% de maîtres nageurs sauveteurs en fait. Oui, c'est énorme. Là aussi les ETAPS c'est un petit peu en voie de disparition en fait, les ETAPS terriens, ouais. Alors, comment ils vont être remplacés par qui, ces gens-là? Ou alors, il y aura plus de postes dans ce domaine-là? Il y a de moins en moins de postes. En fait, il y a beaucoup d'étapes qui, à l'époque, étaient mis à disposition auprès des associations. C'est-à-dire que c'était des agents de la municipalité qui les mettaient à disposition à des grosses associations. Donc, on va s'en remettre plutôt aux associations sportives pour qu'elles créent des postes d'intervenants sportifs, on va dire. Ça dépend de la politique qui est mise en place. Tu vois, c'est un peu surprenant ce que tu dis, parce que, mais ça, c'est toutes les contradictions de la politique.
Parce que là, par exemple, il y a une structure qui s'est mise, enfin, il y a une sorte de réforme qui s'est mise en place à la fin au moment du Covid, au mois de juin, là, les 2S2C, hein, le sport santé, et on demandait aux employés municipaux, par exemple, ou territoriaux, ou des associations sportives, d'intervenir dans le milieu scolaire. Donc il faut quand même qu'on ait des gens qui soient quand même compétents de ce point de vue-là pour pouvoir le faire. Ouais. Mais ce que je veux dire, alors ce qui va sauver, c'est un peu les étapes, c'est tout le développement du sport santé notamment. Parce qu'en fait, quand on regarde toutes les offres d'emploi d'ETAPS, on a les 2 sur 3, je pense, ce sont des managers software. Et après, ce sont des profils très orientés quand même sport santé. Parce que tout ce qui est vraiment développement sportif, territorial, sur des activités, on va dire terriennes, on a le milieu associatif qui le fait aussi bien. Et avec qui on travaille en partenariat, avec qui les collectivités donc c'est le milieu associatif qui va devoir développer ces postes-là, en fait. À part après sur des profils très spécifiques, je ne sais pas si on est en montagne, des activités de montagne par exemple. Ou voilà. Encore que en montagne, il y a aussi des associations sportives, hein, il y a des associations ski, escalade, etc. etc. Donc effectivement, on va aller plutôt chercher peut-être des GEPS, et ça sera aux structures de créer les emplois, du coup. Ouais. C'est bon à savoir. Et le poste de catégorie A, c'est le poste de CETAPS, donc de conseiller territorial des activités physiques et sportives. Donc là, c'est le poste de catégorie A, donc le poste de cadre. Il y a environ 1000 agents en France, et donc c'est vraiment pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup plus d'agents qui occupent des fonctions qui pourraient être occupées par des CETAPS en fait. Parce que là, CETAPS, on a tous les directeurs de piscine, tous les chefs de service dans des directions des sports et tous les directeurs des sports. Enfin, ils ne sont pas forcément CETAPS, mais en tout cas, c'est des postes qui pourraient être ouverts aux CETAPS. D'accord. Pareil, des postes en voie de disparition, pas vraiment, enfin ils sont déjà peu alors, nombreux. C'est pas des postes en voie de disparition, mais par contre, c'est des postes en grosse concurrence avec la filière administrative, dont moi je suis issu. Dont tu es issu. Notamment le concours d'attaché territorial, le concours de cadre administratif, où les collectivités aujourd'hui. Alors, autant pour les piscines, les CETAPS, directeurs de piscine, on a encore beaucoup de CETAPS, parce que là on a vraiment, je pense, une volonté d'avoir des experts du monde sportif. Autant sur des directions des sports, aujourd'hui, les collectivités aiment bien les profils un peu comme le mien, qui sont plutôt administratifs, juridiques, mais avec une compétence sportive forte, mais qui est la deuxième compétence. C'était ma question, parce qu'on arrive déjà, il est midi 22, il va falloir qu'on pense à conclure, mon cher Axel. Et est-ce que tu penses, on va dire, ça va être une question un peu en guise de conclusion, est-ce que tu penses que si tu n'avais pas ta valence sportive, ton expérience sportive que tu nous as démontré tout à l'heure, que tu pourrais néanmoins occuper le poste que tu occupes aujourd'hui? Alors, à quel titre? À mon titre, est-ce que je pense... En tant que chef de projet à la ville de Caen au service des sports, hein, qui est quand même chargé sécurité, sanitaire, sûreté, est-ce que si tu n'avais pas eu cette expérience sportive de volley, basketteur, de président d'association, etc., tu pourrais quand même, si tu, je sais pas, tu étais qu'un administratif pur, tu pourrais quand même occuper ce poste. Non. Non, mais je crois que c'est important quand même. Non, concrètement, impossible, je pense. Enfin, impossible, tout est possible, mais non, concrètement, on serait trop éloigné de la réalité du terrain. Il faut quand même comprendre comment fonctionne le mouvement sportif, avoir une culture sportive qui est quand même archi importante au quotidien. Et d'ailleurs, ça se retrouve, nous, à la direction des sports, des cadres A, on doit être... là, comme ça, de tête, je dirais 8. Et sur les 8, on doit être 6 de la filière administrative et il n'y a que 2 de la filière sportive. Mais par contre, les 8 de la filière administrative ont tous un parcours sportif à côté. Ils ont tous un brevet d'État, ils ont tous... Et dans ce cas-là, on va revenir ils ont été athlètes de haut niveau. La connaissance pluridisciplinaire des différentes activités physiques et sportives peut être importante pour occuper le poste que tu occupes. Carrément, oui, bien sûr. Là, et au quotidien, par exemple, mes collègues qui sont aussi sur un poste de cadre administratif, mais qui ont leur culture sportive qui a été ouverte par un autre tiroir, par exemple ceux qui étaient sportifs de haut niveau avant, on va être archi complémentaires en fait. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est drôlement important. Ça veut dire que la filière STAPS que vous êtes en train de vivre, même si vous ne savez pas exactement ce que vous allez faire, vous avez déjà un bagage hyper important
pour aller dans différentes... alors là, on est plutôt sur des aspects administratifs du sport, hein, notamment à travers la ville de Caen. Néanmoins, cette culture pluridisciplinaire, à partir du moment où on veut intervenir dans le milieu du sport, elle est indispensable. Oui. Tu nous le confirmes. Ah, je le confirme 1000 fois. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et même moi, dans le cadre de mes agents, par exemple, la culture sportive, c'est quelque chose qui est indispensable, je pense. D'accord. Donc ça, c'est primordial en fonction. Donc vous voyez vos parcours, même si vous êtes dans la licence entraînement sportif, vos parcours peuvent s'ouvrir. Hein. On a des anciens étudiants qui ont fait licence en entraînement sportif et qui ensuite ont pris la voie du management, par exemple. D'autres qui ont pris la voie de la passe. Hein, tous les intervenants vous montrent bien qu'on n'est pas fermé, mais que la culture sportive est indispensable en fonction des différentes activités, différents profils dans lesquels on pourrait intervenir. J'ajouterais même dans mon équipe, du coup, je disais tout à l'heure que j'avais deux chargés du suivi des manifestations, et les deux sont deux anciens éducateurs sportifs municipaux, mais qui ont été sur le terrain pendant 30 ans en face à face, et qui aujourd'hui occupent un poste administratif. Et c'est une super richesse de les avoir parce qu'ils connaissent les acteurs, ils connaissent le terrain, ils connaissent... et vraiment, c'est une grande force. Ouais. As-tu quelque chose à nous ajouter pour cette conclusion, sachant que cette petite conclusion était basée sur ma question, la connaissance du sport en relation avec ton métier? Là, comme ça, non, mais après, je vous invite à vous renseigner sur les métiers de l'administration du sport. Franchement, c'est vraiment intéressant. Je sais que quand on est étudiant, c'est très, très abstrait, on voit ça de loin. Mais cela dit, les étudiants ont un cours en gestion d'AS, je crois, en deuxième année, et abordent tous ces problèmes, toutes ces préoccupations administratives que sont celles de l'organisation des événements sportifs, entre autres. Parce qu'ils y seront confrontés tôt ou tard, même sans travailler dans une direction des sports. Vous serez, ce sont les propriétaires des équipements, les autorisations, c'est les villes qui les donnent. Et donc comprendre comment ça fonctionne, ce sera forcément enrichissant pour vous et ça vous servira. Ouais. Alors, avant de vous quitter, puisque excuse-moi Axel, je vais passer sur mes préoccupations de l'organisation de mes cours. Donc, les deux prochains intervenants, donc lundi prochain, 15 mars, Arnaud Bessa. Et puis, pour le dernier groupe, parce que j'ai eu une question pendant les vacances d'un étudiant, c'est bien Michel Legorju, journaliste sportif à la retraite. Vous verrez tout son parcours qui est aussi en relation avec les préoccupations de l'entraînement sportif, qui interviendra donc le 25 mars, le jeudi 25 mars. Donc pour les étudiants, là, Béné, Delaunay, Stanislas Press, etc., je crois que vous êtes 3 ou 4, vous aurez donc quelqu'un qui viendra faire une intervention ce jour-là, puisque j'ai réussi à trouver quelqu'un avant les vacances sur cette dernière intervention. Merci à toi, Axel. Encore brillant, une présentation riche, abondante et qui montre ô combien que même si on ne sait pas ce qu'on va faire à 20 ans ou à 24 ans, eh bien, on a quand même une petite idée dans la tête et il faut savoir se poser les bonnes questions et puis y aller, quoi. Et y croire. Voilà. Eh ben de rien, merci à vous. Merci à toi, Axel, c'est super sympa d'être venu encore présenter ton parcours aux étudiants. Eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. Bien sûr, si vous avez des questions, vous m'envoyez un mail, il n'y a pas de souci. Au revoir à tous.